Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vois que ça arrive petit à petit. Bonjour Stéphanie Vilsault de la Bonjour. Cité du Gard. Je vais vous passer la parole, Stéphanie, dans quelques minutes. J'accueille tout le monde petit à petit. Bonjour Mathieu Vado, qui va intervenir avec moi ce matin. Je regarde un petit peu. Ah, on a Phil, le guide Camargue, Cévennes Passion, depuis la Camargue. Bonjour la Camargue. On a des prestataires de l'Hérault également. On va attendre une minute ou deux, le temps que les derniers arrivent, si vous voulez bien. Et avant de démarrer, bonjour Monsieur Hainaut, Olivier Hainaut, d'Aigues-Mortes. On est très camarguais ce matin pour l'instant. Nicolas aussi. Nicolas. Nicolas à Montpellier. Ah, Bédarieux, on est en train de monter un petit peu dans les hautes terres. Bédarieux, magnifique Bédarieux. Très bel endroit pour faire du vélo, je vous le conseille. Oh là là, ça arrive, là, les Cévennes, Marlène, bonjour Marlène dans les Cévennes. Bon, mesdames, messieurs, est-ce que vous voulez qu'on démarre? Quelle heure il est? 10h33. On a 3 minutes de retard, c'est une honte, hein. On attend Ouais, ça encore une arrive. minute. Il y a un petit peu de retard à l'allumage là ce matin. Ouais, c'est en train d'arriver tout d'un coup, là. Ça arrive beaucoup, là. Il y a une grosse vague qui arrive. Alors, c'est une belle vague. Il est Il y en a 10h30. Arnaud à Colombier, à côté de Béziers. Colombier, et juste à côté de Colombier, on a Nathalie à Marossan qui est en train d'arriver aussi. Alors, Colombier, Marossan, pour ce. Alors, moi, je suis de Puisserguier, hein, originaire. Donc, là, il n'y a que moi qui connais normalement, hein. Faut vraiment être connaisseur, là. Donc, bonjour, là, le Biterrois. Bonjour, l'Audun qui arrive aussi, là. Ah, ben, dites-moi. Vous savez quoi? Je vous propose qu'on démarre. Mais nous, une belle page de garde, Mathieu. Je parlerai des règles du jeu un petit peu tout à l'heure. Stéphanie, je vous passe la Oui, parole pour accueillir oui. tout le monde. Bienvenue à tous. Voilà, donc je suis Stéphanie Vilsault, responsable tourisme à la Chambre de commerce et d'industrie du Gard. J'ai le plaisir de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue de la part donc des 4 partenaires qui ont mis en place ce dispositif à vos côtés, donc avec le groupe ID Réseau. Donc je vous rappelle effectivement que nous sommes associés avec donc la CCI de l'Hérault, Hérault Tourisme, les Gard Tourisme et bien entendu la CCI du Gard pour vous proposer ce dispositif. Donc, on est ravis de vous retrouver pour ce deuxième webinaire qui ouvre le temps 2 du dispositif qui vous est proposé. Donc, aujourd'hui, on va être centré sur la question de l'adaptation des offres, des services et de la distribution. Et je remercie Mathieu et Vivian donc, pour cette animation. Donc, vous rappelez que le premier webinaire qui s'est déroulé mardi dernier, et donc pour ceux qui n'étaient pas présents, vous aurez l'occasion de le revoir en replay vidéo. Donc, on a pu voir que donc cette crise sanitaire du Covid va amener très probablement des changements profonds dans l'approche qu'ont les clientèles touristiques de leur consommation des produits touristiques, puisque la santé et l'environnement vont devenir des pierres de l'édifice qui vont être prépondérantes. Et très probablement qu'il y aura une recherche de consommation beaucoup plus éco-responsable de ces produits touristiques. Donc, c'est vrai que toutes ces nouvelles approches doivent nous amener à réfléchir, je dirais, à l'adéquation entre les offres et les produits touristiques existants et donc aujourd'hui les nouvelles attentes des clientèles suite à cette crise sanitaire, et c'est bien d'ailleurs le sujet d'aujourd'hui. Alors, nous, au niveau des partenaires, on est très conscient que cette crise, c'est un véritable choc pour l'économie touristique et également pour vos entreprises.
Donc d'ailleurs, on vous accompagne, hein, notamment dans le cadre des cellules de crise qui ont été mises en place par chaque organisme pour traverser cette période. Mais si l'on essaie également de sortir un petit peu du positif de tout ça, ça peut être la possibilité aujourd'hui de prendre un petit peu de recul et de se poser des questions par rapport effectivement donc aux pratiques qui sont actuellement proposées, se poser un petit peu des bonnes questions pour arriver à créer des nouvelles offres ou des nouveaux services qui pourraient aujourd'hui donc répondre au mieux à ces nouvelles attentes. Hein. Donc, quelque part, cette crise peut amener des nouvelles opportunités. Et sachez que donc les partenaires que nous sommes, hein, donc les CCI et les ADT, on est véritablement à votre disposition et à vos côtés pour vous aider dans la mise en place de ces nouvelles offres ou ces nouveaux services. Je vous dévoilerai en fin de webinaire des dispositifs donc, qui peuvent vous être proposés. Voilà, donc j'en ai terminé pour ma part. Donc je passe la parole à Vivian et à Mathieu et je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Merci. Merci Stéphanie. Merci beaucoup Stéphanie. On va se présenter Mathieu très rapidement du coup. On va intervenir donc tous les deux ce matin sur ce sujet-là au niveau de l'offre donc et des services et de la distribution aussi. Donc moi Vivien Vidal, donc c'est moi le premier du coup. Donc j'y vais d'abord Mathieu, c'est l'ordre des slides. Voilà, donc consultant depuis une vingtaine d'années pour l'industrie du tourisme, un petit peu partout en France. C'est à ce titre-là que je vais essayer de vous faire part un petit peu de ma vision des choses et de mon expérience en la matière. Et puis notre consultant beaucoup plus jeune que moi du coup, mais non moins confirmé. De moins en moins. Mathieu, ouais, je m'appelle Mathieu Vado, donc je suis consultant en marketing touristique. Ça fait à peu près une dizaine d'années que j'exerce à mon compte, on va dire, et je suis parti de travailler avec Vivian dans le groupement et des réseaux. Je travaille essentiellement sur les problématiques de distribution, de commercialisation sur l'ensemble des filières, beaucoup sur les activités en ce moment, mais j'essaie de vraiment travailler l'ensemble des filières touristiques sous l'angle de la distribution, de la commercialisation. Et également, ce que j'appelle plutôt stratégie de contenu, c'est l'idée de travailler la stratégie et le contenu avec les supports et une diffusion souvent multicanal. Donc dedans, on va retrouver le site internet, les problématiques autour du site internet, que ce soit le référencement ou tout simplement la rédaction web et les réseaux sociaux. Voilà, donc toute cette approche-là. Voilà essentiellement les sujets sur lesquels j'interviens particulièrement. Ok, merci Mathieu. Donc avant de commencer le sujet, donc quand même quelques petites règles là du jeu pour le déroulement du webinaire. Donc les webcams et les micros ne sont pas activés, il y a trop de monde pour pouvoir le faire. Si vous avez un petit problème de son, hein, si vous ne m'entendez pas, si vous n'entendez pas Mathieu, si vous avez de l'écho, si vous avez un problème, n'hésitez pas à quitter la réunion et à vous reconnecter. En général, ça règle 95% des soucis. Et puis pensez aussi que vous avez donc un petit icône qui a une forme d'un point d'interrogation sur votre écran. Servez-vous-en pour nous faire remonter des questions. Et on a les questions qui nous arrivent petit à petit. On essaiera de les traiter soit au fil de l'eau, soit on fera des petits points à certains moments et on ira chercher vos questions. Que vous dire de plus? Donc vous êtes dans ce dispositif global qui s'appelle À vos côtés, où le 26 mai, effectivement, on a déjà eu une rencontre où que vous voyez en bleu ici, où on a évoqué certaines choses sur les nouvelles clientèles. Aujourd'hui, on va donc s'intéresser à cette problématique qu'évoquait Stéphanie Vilsault, c'est-à-dire on est dans une crise, il y a beaucoup d'incertitudes, en tout cas on sent qu'il s'est passé beaucoup de choses, qu'il risque de se passer également beaucoup de choses, donc c'est souvent le moment d'essayer de se poser des bonnes questions sur son offre, ses nouvelles offres peut-être, des nouveaux services à inventer, etc. etc. C'est ce qu'on va essayer de faire là pendant une grosse heure avec Mathieu. Pensez une chose, c'est que derrière ça, vous avez donc d'autres rendez-vous qui sont déjà programmés, vous les voyez en vert sur cet écran. Et puis vous avez tout un tas d'ateliers ensuite qui pourront avoir lieu. Et n'oubliez pas qu'à la fin de ce webinaire, vous recevrez donc
un email qui vous demandera en fait votre avis sur les webinaires suivants. Vous avez un petit sondage, donc pensez à le remplir. Ça prend un petit peu de temps, il faut compter 4 ou 5 minutes, le temps de lire un petit peu ce qui est à votre disposition. Mais prenez-le, c'est important, ça nous permettra, nous, d'orienter vraiment les contenus suivants sur des sujets qui vous intéressent le plus. Et dernier point là-dessus, vous avez le programme sur le programme de l'ensemble du dispositif, calendrier, les replays vidéo, les liens de description, etc. Si vous vous posez des questions à un moment donné pour savoir mais c'est quand, où c'est que je peux voir le replay, ben, soit vous allez sur le site de votre CCI, soit vous allez sur le site de votre ADT, il y a des pages pro qui sont dédiées au dispositif et vous retrouverez un petit peu tout ça à l'intérieur. Voilà pour cette présentation rapide et maintenant passons au gras du contenu. Donc on va se poser cette question-là, effectivement, Mathieu doit adapter son offre à la situation et aux attentes des voyageurs. Alors, quand on parle d'offres touristiques, bien évidemment, on parle vite des gens à qui on s'adresse et puis on parle vite de l'environnement dans lequel on se situe. L'environnement en ce moment, il est extrêmement particulier parce qu'il y a des choses qui, d'habitude, tout est autorisé. On est dans une démocratie, on peut aller où on veut, on peut aller manger au restaurant quand on veut, les restaurants ont le droit d'ouvrir, etc. Donc ça, c'est habituellement. En ce moment, et l'état de la situation, vous voyez à ce jour, il y a des choses qui sont autorisées et encore qui sont autorisées sous couvert de certaines choses. Comme vous le voyez marqué sur cette diapositive, donc le sous-couvert, c'est autorisé, mais il faut qu'il y ait moins de 10 personnes, il faut que les règles sanitaires préconisées soient respectées, il faut que les règles de déplacement des personnes soient respectées également. Mais en fait, il faut quand même c'est bon à rappeler, Mathieu, parce qu'on a eu beaucoup de questions, souvent là-dessus. Mais les hôtels, les gîtes, les résidences hôtelières, c'est ouvert, quoi. Et ça l'a toujours été, finalement. Toujours sous couvert de ces choses-là. Des 100 km pour les clientèles que l'on peut accueillir, les clientèles touristiques, effectivement, et puis le regroupement de 10 personnes maximum, quoi. Voilà, ça, c'est les règles qui s'imposent sur ce qui est autorisé. On verra, peut-être ça va changer, et normalement, ça devrait changer ce soir, donc, du coup demain, positivement. Enfin, on croise les doigts. Voilà. Et dans tous les cas, effectivement, dans le doute, parce qu'il y a toujours des endroits où voilà, je suis un parc accrobranche, je suis en plein air, mais je ne suis pas considéré comme un parc et jardin, donc est-ce que j'ai le droit d'ouvrir, etc. Donc là, en l'occurrence, pour cet exemple-là, dans l'Hérault, c'est OK. Dans le Gard, je crois aussi, mais je n'ai pas vérifié. Dans tous les cas, c'est la préfecture. Donc voilà, quand il y a un doute, c'est quand même la préfecture. C'est eux qui peuvent contredire ou enfin voilà, c'est eux qui appliquent les règles localement. Voilà, donc on ne va pas passer trop de temps là-dessus, ce n'est pas le sujet de la matinée, mais comme on va parler de création d'offres, d'imaginer des offres, d'imaginer des services, on s'aperçoit que très souvent dans le tourisme, quand on veut créer de la valeur ajoutée avec son offre, on a besoin autour de soi d'avoir un prestataire qui fait ci, d'être près d'un plan d'eau, de pouvoir imaginer des choses avec un site touristique, avec un hébergement, etc. Donc il faut bien avoir conscience qu'à l'heure actuelle, il y a certaines choses qui sont ouvertes, il y en a qui ne sont pas du tout ouvertes, hein. Il y en a qui vont l'être peut-être, hein. Et dès que vous avez un doute, vraiment l'information la plus fiable normalement, la plus tenue à jour normalement, mais c'est plutôt le cas quand même, c'est les préfectures effectivement. Donc voilà, juste pour ce petit point. Si on s'intéresse maintenant aux clients, aux clientèles, donc les gens qui habituellement sont vos clients, dont les clientèles touristiques. Là aussi, beaucoup de questions. On a souvent beaucoup de questions sur mais qui c'est qui peut venir, ça en est où, etc. Faire très attention à ce qu'on lit à droite à gauche, notamment sur les réseaux sociaux. On lit à peu près tout et n'importe quoi. Sachez que il n'y a pas 36 000 sources. Vous en avez une qui est très intéressante. On vous l'a mis avec Mathieu ici. C'est sur le site d'Atout France. Vous avez le lien en bas de cette slide. Vous avez un état des lieux pays par pays sur l'état des mobilités vers la France. C'est-à-dire vous avez un état des lieux qui vous dit, si vous cliquez sur la Belgique, ça va vous dire les Belges ne sont pas autorisés à venir en France actuellement. Point. Les Allemands aussi, sous couvert de certaines choses, etc., etc. Donc là, vous avez une source d'information qui est quand même très intéressante à suivre, surtout si vous avez des clientèles qui sont bien sûr des clientèles étrangères. Qui est mis à jour. Oui, qui est mis à jour absolument. Dès que des pays mettent à jour leur réglementation, vous avez la mise à jour sur la carte. Alors justement, quand on s'intéresse à ces clientèles, je vous rappelle, on va réfléchir à des offres, hein.
Quand on réfléchit à des offres, c'est pas pour se faire plaisir ou parce que ça nous arrange, on réfléchit à des offres pour les vendre ou les proposer à des gens, du coup à des clients. Qu'est-ce qu'on a comme perspective sur les clientèles touristiques? Bon, alors on va faire vite sur les clientèles lointaines. Quand on parle de clientèle lointaine, donc on parle de gens qui habitent, je sais pas moi, l'Amérique du Nord, la Chine, Australie, etc. La probabilité de retour à court terme de ces clientèles, elle est quasi nulle actuellement, hein. Elle est quasi nulle parce que même si jamais réglementairement ça s'ouvre, ça mettra très longtemps à revenir pour ces clientèles-là, pour des raisons de confiance principalement. On vous a mis avec Mathieu l'exemple de ce qu'on a relevé sur les attentats du 11 septembre à New York, par exemple, où bien que très très vite après ce soit régularisé, je vais dire, les hôtels de New York ont mis à peu près 3 ans avant de récupérer de la trésor équivalente. Donc, bon, juste qu'on l'ait bien en tête, si vous avez dans vos objectifs ou dans votre clientèle actuelle beaucoup de clientèle étrangère lointaine, il faut faire très attention, quoi. Il y a forcément du danger. Si on se rapproche de vous et qu'on s'intéresse plus aux clientèles européennes, alors là, les clientèles européennes, on a plutôt des tendances qui sont, la probabilité, elle est faible, elle n'est pas terrible, on va dire, en fait. Elle n'est pas terrible, surtout sur les volumes. Alors ça bouge vite, hein. Vous voyez actuellement, il y a des pays pour lesquels c'est fermé. Voilà. Espagne, Belgique, Danemark, Norvège, Suède, Russie, c'est fermé. Ces gens-là ne peuvent pas venir dans notre pays en vacances, mais ça peut changer. La Belgique peut ouvrir demain ses frontières, etc. Mais malgré tout, on vous a mis des exemples là d'enquêtes d'opinion qui ont été faites dans ces pays-là. On s'aperçoit qu'au-delà de la démarche administrative qui amènerait à ouvrir ou pas une frontière, dans la tête des gens, il y a quand même des choses un peu bloquantes. Du coup, on a beaucoup d'Allemands qui ont déjà prévu, s'ils partaient en vacances, de ne pas passer la frontière, beaucoup de Belges, etc. C'est pour ça que les probabilités de retour à court terme de ces clientèles-là, elles sont possibles, mais dans les volumes estimés, ce sera forcément beaucoup plus faible que ce que l'on a l'habitude d'avoir. Bon, et puis enfin, les gens à qui on peut réfléchir quand on pense à des offres, si on se rapproche encore plus de vous, ben, c'est les clientèles françaises déjà. Les clientèles françaises, sachant que c'est très très souvent en France la première clientèle touristique, et c'est très très vrai dans notre région. Du coup, la clientèle française, alors là, il y a un vrai potentiel et il y a certainement beaucoup d'offres à imaginer pour ces gens-là. Bien sûr, selon qu'actuellement ils sont dans une zone verte ou une zone rouge, c'est pas tout à fait la même chose pour eux parce qu'ils peuvent pas se déplacer de la même manière. Puis on vous a fait le distinguo entre la clientèle business et la clientèle loisir. Alors la clientèle business, on peut la retrouver assez vite. On peut imaginer assez vite des offres pour elle, sauf que la clientèle business, ben, c'est très très lié au retour de l'activité économique et que les indicateurs sur l'activité économique sont quand même pas flamboyants à moyen terme. Donc on ne peut pas imaginer que des offres pour ces gens-là, hein, c'est sûr. Surtout si on parle de la période estivale, parce que traditionnellement, en période estivale, on a moins de clientèle d'affaires, forcément. Et là, par contre, la clientèle loisir France dans son ensemble, il y a quand même de vraies opportunités à essayer de travailler ces clientèles-là. Pour ceux qui étaient là au premier webinaire, on a pas mal parlé de ces générations Y, par exemple, qui sont des grosses populations touristiques qui consomment beaucoup de nuitées sur une année avec beaucoup de déplacements, etc. Mais là, ils ne peuvent pas trop se déplacer, ils ne peuvent pas trop partir à l'étranger notamment. Du coup, il y a certainement une avidité à consommer des séjours et dans un premier temps, de les consommer plutôt dans son pays. Le revers de la médaille pour l'instant, par contre, c'est que lorsqu'on parle de la clientèle française, et vous êtes des professionnels du tourisme du Gard et de l'Hérault, si vous regardez votre clientèle française, vous allez vous apercevoir que vous avez beaucoup de clientèle qui est de la clientèle d'Île-de-France, de la clientèle du Nord, de la clientèle de l'Est de la France, etc., qui sont traditionnellement des gros bassins émetteurs de clientèle touristique pour le Sud. Or, c'est les bassins qui sont en rouge et c'est les bassins qui ont été le plus touchés par la pandémie. Donc, c'est une clientèle qui va être un petit peu difficile à travailler sans doute. Bon, voilà, donc rapidement là-dessus. Et puis, le dernier petit focus qu'on peut avoir quand on réfléchit à des offres, c'est des offres pour de la clientèle qu'on appelle de la clientèle de proximité, du coup. Alors, la clientèle de proximité, bien évidemment, actuellement, pour la proximité, on parle de cette zone des 100 km.
Et il y a certainement une vraie opportunité. Les probabilités que cette clientèle se remette à consommer du séjour à proximité de chez elle, c'est plutôt des bonnes prévisions et des bonnes probas. Donc là, il y a certainement beaucoup d'offres à imaginer. Avec quand même un truc, c'est que tout le monde est en train de dire ça, quoi. C'est-à-dire que toutes les destinations communiquent avec le tourisme près de chez vous, prenez des vacances près de chez vous. Donc il va falloir faire preuve d'imagination quand même dans le truc. Hein. Ne vous reposez pas simplement sur les campagnes de com qui vont avoir lieu, parce que tout le monde fait les mêmes en fait, quoi. Juste un dernier truc sur le tourisme de proximité. La crise est en train finalement d'accentuer un phénomène qu'on ressentait déjà, hein, qu'on avait déjà dans d'autres enquêtes. Vous avez si vous voulez faire, je vous ai mis juste un petit lien là sur un outil qui s'appelle déconfinement.logiciel-sig.com, qui est un outil officiel. Donc là, je me suis placé à Anduze, par exemple. Je voulais voir si les gens d'Aix-en-Provence, ils pouvaient venir à Anduze. Ben non, ils ne peuvent pas, par exemple. Ils sont hors de la zone. Donc vous avez des petits outils comme ça. Pour le moment. Ouais, on espère que dès ce soir, ça sera le cas. Donc voilà pour ce rapide panorama sur les clientèles, Mathieu, que je voulais faire. Ouais. Donc on va toujours se mettre en cette logique-là. On va imaginer des offres. Bon, mais les offres, il faut toujours penser pour qui c'est, à qui je peux les proposer en tout cas. Et à l'heure actuelle, il y a des contraintes assez fortes. Voilà. Ensuite, les contraintes des 100 km évolueront sans doute ce soir, enfin, donc du coup demain, mais clairement la clientèle de proximité demeurera, même si ce rayon de 100 km, on l'espère, saute, demeurera de toute façon importante cet été, quoi, c'est certain. Donc il n'empêche que voilà, quel que soit ce qui sera dit ce soir, ça reste le vivier de clientèle le plus sûr pour la saison estivale, là, quand même, hein, du coup. Donc oui, avant de donner finalement les pistes pour adapter son offre à la situation, c'est des pistes, mais c'est même plus que des pistes. Pour nous, on a appelé ça des marqueurs universels qu'on doit retrouver sur l'ensemble de vos offres, c'est-à-dire que c'est presque pas négociable en fait. Ça s'impose de toute façon, quoi que vous fassiez, pour tous les toutes les typologies de clientèle, il faudra le travailler. Le premier, vous vous en doutez, il est sur l'adaptation aux impératifs sanitaires. Donc avoir un protocole sanitaire en place qui correspond à sa filière, en tout cas à sa catégorie. C'est en cours de définition pour certains, même je pense à l'hôtellerie, c'est quasiment déjà ficelé. L'hôtellerie de plein air, c'est quasiment ficelé, ça devrait arriver. Les activités, c'est un petit peu plus complexe parce qu'il y a beaucoup plus d'hétérogénéité, mais dans tous les cas, on se rapproche soit du ministère du Travail, soit de sa fédération, soit globalement des deux, pour avoir un peu les règles à suivre. Il y aura un webinaire dédié aussi à ça qui rentrera beaucoup plus dans le détail que ce que là on va pouvoir faire, mais dans tous les cas, il y a déjà pas mal d'éléments sur lesquels vous pouvez vous appuyer et donc un, il faut le faire et deux, il faut le communiquer. C'est-à-dire que c'est un élément de rassurance prioritaire, c'est-à-dire que s'il n'est pas là, il y a de l'inquiétude, hein, on a vu les enquêtes, voilà, donc, on en a plusieurs d'enquêtes qui le montrent de manière très nette. Moi, je suis revenu, alors celle-là, elle est sans appel, c'était une enquête qui a été faite pendant le confinement par Airbnb sur une clientèle internationale. 97% des interrogés déclaraient fixer comme choix premier la sécurité sanitaire offerte par le logement dans lequel ils vont séjourner. 97%, donc tout le monde, voilà, absolument tout le monde. Voilà. C'est pas, donc là, on se dit, bon, c'est absolument pas négociable. Et puis, c'est une condition aussi administrative, c'est-à-dire que ça a été dit, alors j'ai repris une citation de Bruno Le Maire dans un comité interministériel qui disait globalement l'activité, il parle d'activité touristique, doit redémarrer dans les conditions de sécurité sanitaire totale. Voilà. Et ce qui a été dit également, c'est que les protocoles sanitaires qui seront validés par le ministère du Travail et de la Santé, globalement, lorsqu'ils seront appliqués par les entreprises, globalement, elles verront leur responsabilité en cas de contamination d'un client ou d'un salarié levée. C'est-à-dire que
il y a une obligation de moyens. Donc, par contre, il faut vraiment faire ce qu'on dit. Il ne s'agit pas juste de le dire et de le faire pendant les 2 premières semaines. Hein. Ça, c'est hyper important, par contre. Donc, c'est des contraintes. Donc, c'est souvent aussi un peu du budget en plus parce que y a du matériel, etc. Mais c'est une condition indispensable. Et dès lors qu'on la met en œuvre et qu'on met tous les moyens pour, globalement, on est quand même totalement désengagé de sa responsabilité en cas de contamination. Donc, c'est quand même, voilà, on est sur une obligation de moyens. Ce n'est pas un détail. Voilà, je voulais quand même insister sur ce point-là. Donc, c'est important pour les clients, c'est important d'un point de vue administratif. Donc, c'est un marqueur universel pour nous. Vivian, je crois que tu as trouvé récemment tu as mis la main sur une enquête assez intéressante d'Aris. Oui, c'est une enquête qui a été faite par Aris Interactive, là, qui a été publiée hier. C'est une enquête sur un peu plus de 4000 Français représentatifs, c'est un sondage. Et c'est une enquête, c'est la première. Je vous l'ai mis d'ailleurs, vous l'avez dans le webinaire, là, vous avez une petite icône de téléchargement de documents, vous pourrez la télécharger directement. En fait, c'est une enquête qui est allée dans le détail de beaucoup de choses, de pratiques de loisirs, d'activités, et également de pratiques, notamment au niveau des hébergements touristiques. Vous voyez, ils ont demandé aux gens, si vous pouvez partir là dans un hébergement dans les jours ou les semaines qui viennent, est-ce que vous seriez prêt à le faire ou pas et à quelles conditions en fait. Donc vous voyez sur ces petits histogrammes, par exemple si je prends les hôtels, vous avez 16% des gens qui ont dit moi je suis prêt à repartir à l'hôtel quoi qu'il arrive. C'est-à-dire comme avant, je m'en fous en fait, quoi. Et vous avez 70%, c'est les 16% qui ont dit oui je pars, mais c'est tous les autres qui disent moi je partirai sous condition. Et le sous-condition, c'est le respect de la sécurité sanitaire. C'est pour ça que Mathieu parlait de marqueurs universels. Dans toutes les offres qu'on va développer derrière et dans tout ce que vous pourrez imaginer finalement, vous, comme offre ou comme service dans vos entreprises, dites-vous une chose, c'est que cette brique-là de la sécurité sanitaire, ça sert sans doute à rien d'en faire à des caisses et des caisses et des caisses. Par contre, il faut qu'elle y soit absolument, parce que c'est une première barrière quasiment inconsciente pour le client. Si elle n'y est pas, c'est quasi mort, quoi. Si elle y est et qu'elle est assurée, ça va, je passe au reste. C'est bon, je peux passer sur l'offre en elle-même, mais c'est une première étape très importante. C'est pour ça que Mathieu parlait de marqueurs universels. On doit retrouver ça dans votre offre. On a souvent, c'est un sujet qu'on traite depuis déjà longtemps et même nous, le mot sanitaire, on n'en peut plus à la limite, mais on a des remarques d'entreprises qui nous disent parce qu'on n'en fait pas un peu trop autour de tout ça. Alors peut-être que nous, on en fait un peu trop, mais on estime en tout cas que c'est hyper important. Et effectivement, c'est la condition, c'est le petit 1 finalement pour faire du marketing ensuite. Voilà, c'est vraiment ça, quoi. Et toutes les enquêtes qu'on a, et celle-ci confirme l'enquête VVF, l'enquête Airbnb, enfin, il n'y en a pas une qui place ce critère-là à moins de 80% ou 70%. Voilà. Donc, à partir de là, non, c'est hyper important. Donc, vraiment, c'est le point de départ et je vais rajouter, je m'en parlerai un peu après, c'est-à-dire que c'était le premier slide de la présentation, c'est ce qui est autorisé à ouvrir et ce qui n'est pas autorisé à ouvrir. On voit que c'est pas si simple que ça. Et alors, imaginez pour nous, techniciens du tourisme, si c'est pas simple, pour un client, c'est pas simple du tout. C'est-à-dire que on voit, j'ai vu sur des commentaires Facebook d'un hôtel qui faisait une offre justement pour dire vous êtes à 100 km de chez nous, venez vous ressourcer en bord de mer. Un commentaire qui disait globalement comment vous pouvez communiquer ça? Vous n'avez pas le droit d'être ouvert, vous divulguez des fausses informations, etc. Alors que les hôtels ont le droit d'ouvrir, quoi. C'est-à-dire que pour les clients, c'est pas une évidence absolue. Donc vraiment, les petits 1 qu'on peut avoir, c'est la sécurité sanitaire et est-ce que je suis ouvert ou pas? Donc on va déjà commencer par ça. Sur la partie sanitaire, on vous a listé, et c'est sans doute non exhaustif, mais on a essayé de mettre sur une seule et même slide, donc derrière chacune des images, il y a les liens, toutes les ressources que vous pouvez utiliser pour travailler, peaufiner, enrichir le protocole sanitaire que vous avez déjà réfléchi, que vous êtes en train de mettre en place en fonction de votre activité, de votre filière. Il y a tout ce qui est officiel au niveau ministère du Travail, mais on n'a pas tout en fait dessus, ça arrive petit à petit. On sait pour les campings, ça viendra de la fédération de l'hôtellerie de plein air, c'est quasiment bouclé. Alors, je n'ai pas pu la consulter, hein, mais je sais qu'ils sont très très proches. Et sur les activités, vous avez des syndicats professionnels dont le SNELAC, on a le ministère des Sports aussi, et si vous faites de l'accueil pour les mineurs, du collectif pour les mineurs, voilà, vous avez autorisation de le faire en plein air, mais il y a aussi des conditions qui sont posées. Donc voilà, on a essayé de mettre un petit peu toutes les
tout ce qu'on pouvait avoir. Ça vous permettra peut-être déjà de commencer à travailler ces sujets-là, et il y aura un webinaire, je le rappelle encore, dans le temps 2, dédié vraiment absolument à ça. Autre élément aussi sur le sanitaire que je voulais souligner, c'est l'action des OTA. Donc des OTA, des agences de voyage en ligne qui sont Booking, qui sont les plus grosses, hein, Booking et Airbnb, ne sont pas restées les bras croisés aussi sur ce sujet-là. Je peux vous dire que si elles vont à fond sur ce sujet-là, c'est que elles aussi considèrent que c'est un marqueur universel. Il n'y aura pas de business s'ils n'arrivent pas à rassurer les clients sur le sanitaire. Et leur préoccupation première, elle n'est pas tellement sur l'hôtellerie ou les structures de type camping ou résidence de tourisme, parce que je pense qu'ils savent que du coup, il y aura des protocoles qui viendront au niveau étatique, en fait, dans les différents marchés sur lesquels ils sont présents. Enfin, ils sont présents sur quasiment tous les marchés. Ils se sont concentrés sur la filière des locations de vacances, avec chacun leur protocole. Et ce qui est intéressant, je vous laisserai, il y a toutes les sources si vous voulez creuser, mais ce qui est intéressant par rapport à donc le fonctionnement de Booking, globalement, il va fonctionner avec une application qui s'appelle Properly, qui existait déjà avant, hein, alors s'ils l'ont racheté ou pas, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, ils vont la proposer gratuitement aux loueurs. Et cette appli permet d'avoir un suivi des protocoles de ménage avec comment dire, des cases à cocher, des photos à prendre. Voilà. Donc, ils vont croiser finalement les données de l'application, est-ce qu'elle est utilisée ou pas, les données de réservation. Donc, on a eu une réservation du temps, est-ce que juste avant la réservation, la date d'arrivée du client, l'application a été utilisée, et ensuite, ils vont analyser les avis pour voir si le ménage a été bien fait. Et là, ce qui est intéressant, c'est que si jamais c'est pas bien fait, et c'est la première fois que ça arrive, ils se permettent de sortir de leur listing le loueur en question. Voilà. C'est-à-dire qu'ils l'excluent, quoi. Donc ça, c'est assez notable. Et pour Airbnb, donc on a deux protocoles. On en a un qui est basé, pareil, sur des choses assez normées. On a même la possibilité de sous-traiter à une société qui s'appelle EcoClean le ménage, sachant que j'ai regardé cette société, elle est quand même, bon, c'est pas une petite société, mais elle n'aura jamais la capacité de répondre à tous les besoins au niveau national. Donc, ça sera valable pour certaines grandes villes, j'imagine, et pas pour d'autres. Dans tous les cas, il y aura un protocole sanitaire vraiment au carré. C'est ce qu'ils appellent le nettoyage renforcé, et qui implique une période de vacances de 24 heures. Et en fait, ceux qui ne rentrent pas dans ce protocole-là, Airbnb conseille une vacance entre les réservations, entre les deux séjours, du coup, de 72 heures, ce qui est énorme. Et ils bloquent les réservations. C'est-à-dire, c'est pareil. Ils sont vraiment proactifs, c'est-à-dire qu'ils disent il faut faire ça, et si vous ne le faites pas, on vous bloque. Voilà. Donc, voilà, c'est juste aussi pour illustrer, d'une part, ce qu'ils font, parce que c'est des opérateurs avec lesquels j'imagine, en tout cas les hébergeurs, vous travaillez, et ils ne le prennent pas à la légère du tout, quoi. Voilà, c'était ça que je voulais aussi vous dire, quoi. Autre élément, du coup, sur ce marqueur, ce premier marqueur, c'est le côté, je l'ai pris ensemble, en fait, si vous voulez, c'est un, je suis ouvert, et deux, chez moi, c'est secure et c'est safe, vous pouvez venir, quoi. C'est vraiment, il n'y aura pas de, enfin, il faut commencer par là. Et commencer par là, à l'air de rien, ça a l'air tout bête quand on le dit comme ça, mais c'est quand même beaucoup de travail. Le sanitaire, on vient de le voir, c'est quand même beaucoup de travail, mais il faut le faire et ensuite, il faut le communiquer. Donc, il y a beaucoup de choses à vérifier. Donc, vérifiez tous vos visuels sur votre site internet. Il y a des visuels qu'il faut proscrire, c'est-à-dire tous ceux qui ne respectent pas la distanciation sociale. C'est comme si vous mettiez sur votre site « je m'en fous en fait des protocoles sanitaires ». Donc, ça veut dire qu'il faut enlever ces visuels-là, les remplacer par des visuels qui fonctionnent bien. Je pense aux soirées mousse dans les campings, par exemple. Non, là, ça ne marche pas, quoi, hein. Il faut faire très attention à ça. Donc, il faut une relecture, en gros, de ces supports de communication par rapport à ça. Regardez aussi tous ces points de contact si il y a bien noté je suis ouvert et je suis secure. Je pense à TripAdvisor, je pense à Google My Business qui ont fait des évolutions. En fait, je vais faire un tout petit focus là-dessus rapidement parce que c'est très important. La fiche aussi qui vous présente dans votre office de tourisme ou de votre ADT, donc on appelle les SIT, les systèmes d'information touristique des destinations. C'est important aussi de les mettre à jour. Et il faut évidemment informer vos clients et les visiteurs de votre site. Que vous êtes ouvert et que vous êtes secure, quoi. Voilà.
ils peuvent venir sans crainte. Effectivement, comme disait Vivian, on va pas en faire des caisses dessus en termes de communication. Par contre, c'est un élément important, on doit tomber dessus immédiatement, on ne doit pas le chercher. Et après, si on veut en savoir plus, on a une page dédiée et on va aller voir les protocoles que vous mettez en place. Je vous ai pris cet exemple-là, c'est un parc Acrobranche, c'est les Rochers de Maglone. On arrive sur leur site internet, ils ont mis une lightbox, pardon, j'ai du mal à parler, une lightbox ou une pop-up en fait, globalement, qui donne ces informations-là, clairement. On est ouvert, réouverture le 21 mai, les tarifs. On vous invite quand même très clairement à faire de la résa en ligne. Les masques sont obligatoires et tout le protocole de sécurité a été réfléchi. Et si ça vous intéresse, allez voir la page Covid. Voilà. Et ce qui est mis en avant, ça a été un peu marketé, c'est-à-dire c'est la distanciation sociale naturelle du site. Il y a 10 hectares de nature. Voilà, et donc sur 200 mètres carrés, 50 arbres, 45 oiseaux, 10 écureuils pour un humain. C'est-à-dire qu'on a 200 mètres carrés par pratiquant. Voilà, donc voilà, ils sont assez. C'est leur argument en tout cas. Donc ça, c'est un point important. Hein. Et j'ai trouvé que c'était un très bon exemple, donc je voulais vous le partager. Juste deux choses. Petit aparté parce que je l'ai rajouté, ça me semble hyper important. Google My Business a, de façon parfois unilatérale, fermé vos établissements sur la fiche Google My Business. Vous avez peut-être toujours, c'était vraiment vérifié, fermé temporairement. Fermé temporairement, comme vous voyez là, la différence entre le avant-après, donc là, le après, c'est que j'ai réactivé, marqué l'établissement comme ouvert dans le back-office, hein, info, marquer l'établissement comme ouvert. Du coup, on peut m'appeler, on peut m'envoyer des messages, on peut venir chez moi, on peut consulter mon site web. Là, on ne peut plus rien faire. Donc, c'est quand même c'est le blackout total. Donc, pendant le confinement, quand tout est bloqué, etc., ça avait du sens. Maintenant, que vous soyez ouvert ou non, de toute façon, vous allez réouvrir. Peut-être vous connaissez la date de réouverture. Il faut marquer l'établissement comme ouvert et après jouer sur les horaires d'ouverture pour montrer que vous êtes éventuellement pas encore ouvert, mais que vous allez bientôt ouvrir. Ça, c'est hyper important. Donc, si ce n'est pas fait, c'est peut-être tout le monde l'a fait et c'est tant mieux, mais si vous ne l'avez pas fait, c'est un point très important. Je rappelle que quand on tape votre nom sur Google, c'est le premier élément sur lequel on tombe. Donc, ce n'est pas neutre du tout. Voilà. Et pour ceux qui ont la chance d'avoir des postes dans leur back-office Google My Business, des postes, c'est la capacité de faire des petits messages en fait, qui généralement apparaissent dans l'onglet Actu. Tout le monde, sauf les hébergeurs, globalement, ont accès à des postes. Ils ont fait une évolution avec une info Covid-19, et du coup, vous pouvez préciser votre protocole sanitaire, préciser aussi la date à laquelle vous allez réouvrir, ce qu'a fait cette base de canoë-kayak. Et c'est une visibilité énorme, c'est-à-dire que c'est pas planqué dans l'onglet Actu, c'est vraiment sous la fiche, comme ça on le voit. Les Rochers de Maglone l'ont mis en place aussi, si vous voulez voir d'autres exemples. C'est tout bête à faire, hein. Il faut aller sur sa fiche Google My Business, onglet poste, et je rédige mon poste et je fais le lien sur ma page Covid en fait, hein, sur la page qui précise mon protocole sanitaire. Voilà. Et on a exactement finalement la même démarche sur TripAdvisor. C'est tout récent, hein, tout ça, hein. Ça n'existait pas il y a 3 semaines, hein, je crois. Qui permet aussi de mettre à jour une info Covid qui est mise en avant aussi sur vos fiches. Voilà. Donc j'ai pris un petit peu de temps sur cet élément-là, mais ça me semblait tellement important que voilà, je voulais vous le partager. Donc ça, c'est des choses très rapides à faire immédiatement. Le plus long, c'est évidemment définir son protocole sanitaire et de le communiquer. Et à partir de là, après, on commence aussi à dire, voilà, je suis ouvert, je suis sécure, je suis ouvert, je suis sécure. Les deux choses vont vraiment ensemble, quoi. Voilà. Oui, Mathieu, je voulais juste rajouter un petit point. C'est effectivement votre offre. La première chose de votre offre, effectivement, c'est de dire que vous êtes ouvert et vous avez vu que Google My Business peut très bien avoir décidé que vous étiez fermé, point, sans vous le dire d'ailleurs, et que vous êtes sécure. OK. Google My Business, Trip, etc., etc. Pensez aussi à une chose, je sais que alors je ne sais pas dans le Gard, peut-être dans le Gard, si vous pouvez me le dire sur le module de questions, je le mettrai, je vous le dirai, mais dans l'Hérault par exemple, l'ADT de l'Hérault est en train de faire une mise à jour de sa base de données touristique, justement pour que vous puissiez faire remonter les précisions sanitaires lorsque vous êtes des pros.
dans cette base de données touristique qui derrière alimente les sites des offices de tourisme, des départements, etc., etc. Donc en fait, c'est toute cette logique-là de faire savoir ce que vous faites et de le mettre aux endroits où il y a de la visibilité finalement et de l'audience. On en était où, Mathieu? Le premier marqueur universel, tu veux que je fasse celui-là? Si tu veux, oui. Enfin, si tu veux. Après, on a une question là, effectivement de Chloé qui nous dit comment communiquer quand on n'a pas encore l'autorisation officielle d'ouvrir. Alors, enfin, on peut déjà communiquer sur le fait de dire on ne sait pas quand on va ouvrir. On avait le cas c'est toujours le cas des campings aussi, hein, notamment. Hein, enfin, a priori, on ne sait pas. On croise les doigts pour que ce soit le 2 juin, mais on ne sait pas. Ça n'empêche pas de communiquer sur le fait de dire on a bossé, on a réfléchi, voilà ce qu'on va faire, etc. Enfin, et on met en perspective le fait que la date de réouverture est incertaine encore, mais on y travaille, quoi. Donc voilà, c'est pour dire peu importe, c'est mieux d'avoir la date, on est bien d'accord, mais en tout cas, ça n'empêche pas de le faire, vraiment. Après, c'est très. Là, on rentre sur des choses assez techniques. D'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pensez que vous aurez un outil de vote à la fin de ce webinaire. Il y a un atelier potentiel qui est vraiment consacré hyper spécifiquement à comment je communique les mesures sanitaires que j'ai mises en place, parce que c'est vraiment quelque chose de très particulier au niveau du marketing direct, des emailing, de son site web, de ses réseaux sociaux, etc. Donc là, on ne peut pas développer toutes ces choses-là, mais effectivement, l'exemple de Mathieu sur les campings qui sont toujours fermés, et les campings communiquent, enfin les bons campings, on va dire, entre guillemets, communiquent toujours beaucoup actuellement sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils mettent en place, sur ce qu'ils espèrent, sur leurs conditions d'annulation, etc., etc. Donc oui, beaucoup de choses à faire. Donc ça, c'était le premier marqueur universel. Mathieu, on va passer au deuxième pour faire gaffe au timing. Donc le premier marqueur universel sur la sécurité, le côté sanitaire. Donc qu'on soit bien d'accord. Hein. Marqueur sanitaire égale, par exemple, si je suis un prestataire que je fais de promenade à cheval en Camargue, je vais imaginer des produits, je vais imaginer des offres pour des groupes de moins de 10 personnes. Je peux imaginer plein de choses, mais quoi que j'imagine, la première des choses, ça va être de se dire, mon produit là, de promenade à cheval pour une famille de 8, c'est quoi le protocole sanitaire, entre guillemets? En quoi je vais les rassurer d'un point de vue sanitaire? Et après, je vais dérouler mon offre. OK? Marqueur universel. Deuxième. Ouais, ben vas-y, fais-le. Le deuxième, le deuxième rapidement, voilà, besoin d'espace, besoin de nature, besoin de liberté qui a été extrêmement fort en sortie de confinement, qui va peut-être s'atténuer un petit peu, mais enfin on le ressent vraiment dans les enquêtes. Il implique du coup de vraiment, il est lié aussi un peu au premier sur le choix des images, c'est-à-dire que ça c'est des images qu'on a envie de voir. C'est le plein air, c'est la distanciation sociale naturelle. Voilà, donc on pense qu'en tout cas, nous, c'est un marqueur important et qui est valable pour toutes les clientèles et qui vous impose quelque part à travailler aussi l'environnement de l'établissement, si vous êtes un hébergeur notamment, à préciser par exemple, à vraiment travailler votre rubrique à voir à faire juste à côté de l'établissement, à dire, bah voilà, vous avez telle balade nature au départ, absolument à voir. Je vous rappelle qu'on aura un gros bassin de clientèle de proximité qui ont quand même une connaissance pas trop mauvaise des destinations dans lesquelles ils vont séjourner et pour qui on ne pourra pas juste dire venez chez moi parce que c'est beau ou venez chez moi parce qu'il y a les arènes de Nîmes ou venez chez moi parce qu'il y a, voilà, il y a un attribut fort. Ouais, je suis au courant, je le sais, j'habite à 100 bornes ou j'habite à 200 bornes, admettons. Enfin, voilà, donc, il va falloir leur donner beaucoup plus d'expérience quelque part. Donc là, c'est des idées qui sont jetées comme ça, mais travailler sur les spots de pique-nique. On sait que les restaurants, on espère que ça va s'ouvrir et qu'il y aura pas de souci, mais il va rester des traces de ce qu'on a vécu. Donc, les gens auront aussi envie d'aller manger, peut-être de continuer en fait à apprendre de la vente à emporter et à continuer les pratiques qu'ils ont eues pendant le confinement. Donc, les spots de pique-nique, excellent. Le fait de penser aussi les espaces privatifs, tout ce qui était collectif, ça va être compliqué avec les mesures sanitaires. On perd le bénéfice utilisateur en fait souvent. Alors que si on réfléchit privatisation, on augmente potentiellement la valeur de tout ça. Donc, on va le voir dans les offres ça après. Communiquer sur la densité de population au kilomètre carré, c'est une interrogation, hein, je ne sais pas s'il faut aller jusque-là, mais pourquoi pas. Et dans tous les cas, essayez au maximum de communiquer sur les expériences à vivre chez vous, dans votre structure. Donc, si vous êtes un prestataire d'activité, c'est le bénéfice client d'une descente en canoë et pas juste je loue des canoës, quoi, par exemple. Vous voyez, c'est vraiment cette approche-là. Et je vous ai mis pour
pour vous donner des sources d'inspiration, en fait, des exemples de micro-aventures, ce qu'on appelle de micro-aventures ou d'expériences qui ont été travaillées en fait sur des contenus web. Et voilà, et on va mettre on va faire le focus sur un moment à vivre chez vous ou autour de chez vous. Et ça, c'est très important parce que ça peut vraiment déclencher des séjours. Voilà. Donc, je vais pas le développer plus que ça, mais je vous invite vraiment à vous poser ces questions-là, c'est-à-dire de dire, OK, moi, je propose ça, ça, c'est mon offre. Mais avec mon offre, quel est le bénéfice pour les clients? Et essayer de parler de ça, en fait. Parler de ces bénéfices sur vos supports de communication et principalement votre site Internet. Voilà. Donc là aussi, marqueur universel, en fait. C'est-à-dire cette sensation-là, si on veut avoir une offre qui soit efficace, plus on va intégrer cette notion-là, Mathieu, de ressenti, en fait, d'expérience vécue. Absolument. Plus l'offre sort du lot, quoi, finalement. OK. Et pour faire le lien avec le premier webinaire que tu as fait sur les générations, c'est-à-dire que les générations Y et Z, donc les dernières générations, sont hyper sensibles à ça. C'est-à-dire que là, on déclenche vraiment des séjours chez eux par ce prisme-là. C'est-à-dire c'est le côté je vais marcher à l'ombre dans la forêt qui va déclencher. J'ai une belle image, je me projette, je me dis bah ouais c'est génial et ça peut déclencher un séjour sur des choses aussi simples que ça, quoi. Voilà. Absolument. Donc, et ça, c'est le deuxième marqueur universel qu'il faudra essayer de retrouver dans les offres. Et après, on en a deux autres pour finir sur les marqueurs universels. On a ce marqueur-là de la parenthèse, en fait, de pouvoir s'offrir une parenthèse, le besoin de se retrouver. Pour ceux qui étaient là au premier séminaire, c'est un point que j'ai évoqué également. Là aussi, dans vos offres, dès que vous allez pouvoir intégrer des notions de retrouvailles, ressourcement, retour à l'essentiel pouvant être de se retrouver avec ses enfants ou en couple, avec des amis, etc. etc. On est sur un marqueur fort à retrouver dans vos offres, enfin, quelque chose qui permet de faire la différence, en tout cas sur le marché, avec le dernier point qui est important, qui est d'ailleurs d'autant plus important qu'on s'adresse à des clientèles qui vont être proches, des clientèles de proximité, donc vous voyez, de s'éloigner ce qu'on appelle les tracas du quotidien. C'est-à-dire plus dans votre offre, vous enlèverez des tracas du quotidien aux gens qui pourront la consommer. Donc vous avez les tracas du quotidien, on a mis les courses, faire à manger, le linge, etc. Moins il y a ça finalement, plus ça c'est réglé quelque part, plus l'offre se met à avoir de la valeur. Donc cette notion de marqueur universel, ça aussi, cette notion de l'offre que je vous propose là, ça vous permet de vous offrir une parenthèse en fait dans votre vie. Voilà, ça peut être une parenthèse de 2 jours, de 3 jours, etc. Et puis le dernier marqueur universel qui est très important à retrouver d'une manière ou d'une autre dans votre offre, c'est le marqueur universel au niveau de la consommation. Là aussi, c'est un point qui a été évoqué dans le premier webinaire sur des tendances fortes du marché, et il faut le retrouver dans vos produits. Je sais pas, moi j'évoquais tout à l'heure quelqu'un qui fait des balades en Camargue, par exemple. Si dans ces balades en Camargue, il se met à intégrer de l'éco-responsabilité, parce que les balades, il ne les fait plus en 4x4, mais il les fait avec des VTT électriques, par exemple, il se met à avoir une offre qui a une forte teinte là-dessus, par exemple, avec un vrai engagement, avec je ne fais pas n'importe quoi, je ne suis pas en train de massacrer le territoire, de l'exploiter, etc. Mais c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi dans un gîte qui va créer un séjour de 3 jours. Si vous le faites, essayez toujours de vous dire, et le marqueur universel de la consommation, il en est où là-dedans dans mon offre, quoi. C'est-à-dire l'offre que je mets sur le marché là, en quoi elle permet à quelqu'un qui est sensible à ça de se dire, ah, ben eux, ils font pas n'importe quoi. En tout cas, ils ont pris attention à ces choses-là. Donc voilà pour les marqueurs universels. On va passer sur du coup maintenant des exemples, des pistes qui se dessinent pour vous, mais essayez toujours de retenir ces 4 marqueurs universels parce qu'ils sont hyper importants. La sécurité sanitaire, voilà, il faut que ça y soit. Mathieu a parlé de le primaire, quoi, le truc, le basique initial, sécurité sanitaire. Et puis après, essayez d'injecter dans les produits que vous inventez toutes ces notions autour du besoin d'espace, de nature, de liberté, etc. Plus il y en a, mieux c'est. Éventuellement, les notions de parenthèse. Donc, je t'offre une parenthèse loin de tes soucis pour te retrouver, te ressourcer, te recentrer sur l'essentiel. Et le dernier marqueur universel sur ces notions de consommation, de circuit court, d'éco-responsabilité, etc., etc. À partir du moment où on se met ça dans la tronche et qu'on se dit je pars avec ça,
qu'est-ce qu'on peut imaginer derrière comme offre? Ouais, on avait imaginé effectivement, alors il pourrait y avoir aussi un temps vraiment dédié à comment j'adapte mon offre aux clientèles de proximité. C'est un atelier qu'on a travaillé beaucoup avec Vivian. Donc on a pris un exemple issu de cet atelier notamment, qu'on a nommé ailleurs juste à côté, c'est le nom de l'offre, évidemment ça a juste valeur d'exemple, hein, avec des éléments de langage. Donc c'est vraiment créer une offre pour les clientèles de proximité avec sur le côté plutôt message, en tout cas élément de langage à faire passer, c'est donc vous avez besoin de changer d'air, de prendre enfin du temps pour vous. Je rappelle que la période du confinement a été quand même pour certains assez longue et potentiellement difficile. Donc on rentre sur cet angle-là. Et si pour une fois vous partiez en vacances à côté de chez vous, pas besoin de prendre le train, l'avion ou de faire des centaines de kilomètres pour se sentir vraiment en vacances, pas besoin d'aller loin pour se recentrer sur l'essentiel. Nous croyons à l'entraide, au circuit court, juste pour vous et vos proches, parce que l'on est voisins, parce que l'on sait que vous nous recommanderez ensuite. Donc on joue aussi sur cette notion de consommateur. Voilà, on peut définir des offres vraiment adaptées à une clientèle locale, en fait, en gros enrichie, quoi. Elle est vraiment, c'est une offre qui est enrichie. On n'a plus juste de l'offre sèche, un hébergement Là, on est sur un exemple de gîte, donc avec l'offre je voyage chez moi, donc on peut l'appeler comme ça aussi, dédié à ceux qui sont dans un rayon de moins de 100 km. Alors, j'espère qu'on pourra faire sauter ce critère-là dans les prochains jours, mais dans tous les cas, on peut quand même s'adresser à ces gens de proximité avec peut-être moins de contraintes sur la distance. Donc 3 jours et 2 nuits dans notre gîte pour 4 personnes avec une réservation 100% en ligne. Là, on est sur l'offre. Rien de particulier. On n'a pas enrichi en fait la proposition. À partir du moment où on va jouer sur le premier marqueur, qui est le marqueur sanitaire, on a une garantie. On garantit que le gîte il est inoccupé au moins 48 heures avant notre arrivée, qu'il a été entièrement ventilé, nettoyé et désinfecté. Pas super fun, mais en même temps, voilà, c'est le premier point. Et ensuite, on peut passer sur du beaucoup plus intéressant, on va dire, sur le besoin d'espace, de liberté, d'expérience. On met à disposition une carte, une boussole, des itinéraires Google Maps qui vous amènent dans les lieux magiques et secrets, ici, juste à côté, à découvrir en famille. Et on laisse supposer l'idée que, OK, vous connaissez le territoire parce que vous n'êtes pas loin, mais nous, on fait le pari que vous ne connaissez pas ça, ça et ça. Et là, ça va être intéressant parce qu'on peut aiguiser aussi la curiosité des clientèles de proximité. 2 dîners bio local fournis par le restaurant La Marmite du coin, donc sur commande, qui ne vient pas alourdir le prix du séjour, mais qui est proposé comme un service. Ça, on est sur le côté aussi circuit court, etc. Consommateur. Les paniers petit déjeuner, donc là c'est plutôt sur la logique de service. Panier pique-nique, voilà, c'est pensé, on vous enlève du tracas globalement, voilà, c'est livré tous les matins. On peut même aller encore plus loin sur le circuit court, le panier de retour sur commande pour repartir avec les meilleurs produits frais. C'est l'idée des produits frais qu'on peut ramener chez soi. Pareil, c'est aussi du service. Donc là, en fait, on a clairement enrichi une proposition de valeur d'hébergement sec en y injectant les garanties sanitaires d'une part, les éléments de besoin d'espace, une réponse en tout cas aux besoins d'espace et aux besoins de mettre du sens finalement dans sa consommation, avec pas grand-chose puisque il n'y a pas de surcoût énorme à mettre une carte, une boussole, des itinéraires Google Maps. Tout ce qui est lié à la nourriture est mis comme du service en supplément. Donc voilà, et on enrichit profondément la proposition de valeur. Et avec des offres comme ça, on pense, on peut se tromper, mais en tout cas, on pense qu'on attirera beaucoup plus les clientèles de proximité qu'avec juste son offre sèche. Voilà. Et pour illustrer ça, en fait, du coup, je suis tombé récemment sur cette offre-là. Donc, on est sur la page d'accueil d'un hôtel qui s'appelle le Domaine de la Corniche, qui est près de Giverny, en région parisienne, qui a exactement fait ça, en fait, globalement, avec un produit qu'il a plutôt appelé, lui, week-end déconfinement. 2 nuits plus une nuit offerte. On a un prix pour le séjour en fonction de la période, si on est sur du week-end ou du midweek, c'est-à-dire en semaine.
Et il a énormément enrichi la proposition de valeur en mettant à disposition des roadbooks, en illustrant les promenades qu'on peut faire autour de l'hôtel, etc. Tout l'attrait aussi, tout ce qu'il y a à voir autour, en mettant à disposition des vélos, la pétanque, le ping-pong, le billard, etc. Enfin, voilà. Il a vraiment travaillé cette offre et finalement, il vend de l'offre sèche, hein, mais qu'il a enrichi. Voilà. Ce que proposaient déjà des sites quand on allait sur du voyage privé, des choses comme ça, on avait déjà ce type de produit-là. C'est pas un truc de dingue, hein. Mais là, l'idée, c'est de le pousser vraiment fort en premier et peut-être de le pousser aussi auprès de vos clients si vous savez identifier qu'ils sont dans un rayon proche, en tout cas. Voilà. Donc ça, c'était le premier exemple. Et effectivement, une fois qu'on a défini cette offre-là, on doit vraiment se poser la question de comment je communique dessus et comment je la pousse auprès de mes clients. Donc là, c'est vraiment l'idée de dire ça, c'est une page dédiée sur votre site, accessible depuis la page d'accueil, exactement l'exemple qu'on vient de voir juste avant, pardon, et vraiment valoriser les expériences à vivre chez vous et essayer d'enrichir la prestation. Voilà. Argumenter aussi sur le côté, je peux me dépayser à 2 pas de chez moi et je ne connais pas tout. Et on s'aperçoit que les gens qui habitent une région ne connaissent pas si bien que ça la région, en fait. Voilà. Et après, pour toucher, on va dire, ces clientèles-là, c'est vraiment l'aspect communication. Je dirais d'abord pour ses clients. Donc, si on a une offre comme ça, d'abord, on va la pousser à ses clients en newsletter, par exemple, ou en email, ou tout simplement, peut-être même, on peut carrément appeler ses clients sur certaines petites structures et leur proposer cette offre en avant-première. Et ensuite, aller sur du ciblage plus local, encourager la prescription. Parfois, ça peut très bien fonctionner avec les réseaux sociaux et en ayant l'assise en gros de ses partenaires, de ses amis en local pour qu'ils le poussent auprès de leurs amis. La publicité, évidemment, sur les réseaux sociaux qui permet d'avoir un ciblage aux petits oignons et éventuellement, dans certains cas, des canaux de distribution qui sont susceptibles de bien toucher ces cibles, notamment les cibles françaises. Je pense à Staycation qui est sur ce créneau-là, ou Voyage Privé aussi qui était plutôt adapté à ça. Et vos offices de tourisme, bien évidemment, si je pense à l'ADT du Gard notamment, qui a une place de marché, qui peut aussi pousser ces offres-là. Il ne faut absolument pas s'en priver et tous les canaux là sont intéressants à prendre quand on s'adresse à une clientèle de proximité. Voilà. Une remarque, Mathieu, Oui. Ouais, une remarque de Stéphanie Bardou qui dit, alors je ne sais pas Stéphanie, quel est votre métier, votre secteur d'activité dans le tourisme. Et Stéphanie Bardou qui nous dit qu'elle a réfléchi à ces aspects-là, qu'elle a essayé de monter de l'offre là-dessus, qu'elle a communiqué, notamment sur Facebook. Alors, elle dit qu'elle a fait une campagne Facebook, mais que malheureusement, elle n'a pas toutes les retombées qu'elle aimerait avoir. Et effectivement, mais c'est pour ça que c'est très dur en ce moment, hein, parce que Stéphanie qui nous dit j'ai une maison de dot, voilà, elle a une maison de dot. Le marché il est super tendu, hein, je veux dire, c'est très dur, hein, le tourisme en ce moment. Donc, mais c'est sûr que si on ne fait rien du tout, par contre, si jamais on vend du sec, on ne va rien vendre du tout, quoi, hein. Il faut peut-être, Stéphanie, que vous réajustiez un peu certaines choses. Je ne sais pas, Mathieu, si tu as des idées pour de la maison de dot. C'est difficile à juger comme ça parce qu'en fait le diable est dans les détails, c'est-à-dire que si l'interface ou l'UX du site elle est pas bien faite, on peut avoir en tout cas sur les clientèles, les nouvelles clientèles sont quand même assez sensibles à l'esthétique, hein. Vous discutez avec des clients des générations Y, globalement elles préfèrent réserver sur Airbnb que sur Booking, parce que Booking ça leur paraît moche. C'est très très souvent en fait, hein, alors que c'est pas moche Booking, mais bon, on n'a pas la même ergonomie qu'un site comme Airbnb ou Staycation qu'on verra là juste après en aparté. Mais voilà, donc il faut regarder ces aspects-là. Est-ce que la rassurance sur le sanitaire, elle était aussi suffisamment claire? Et puis effectivement, comme le dit Vivian, tout peut être nickel et le marché est très très difficile effectivement en ce moment. Il y a des gros besoins, ça ressort dans les enquêtes, de consommer du loisir et du tourisme à la sortie du confinement. Pour autant, il y a des inquiétudes aussi sur une récession économique. Donc en fait, il y a des messages un peu qui se croisent dans l'esprit des voyageurs, quoi. Et quand il y a de l'incertitude comme ça, il y a tendance à avoir plus d'épargne que de consommation, et c'est pas bon en fait c'est pas bon, quoi. Mais c'est comme ça.
Donc, difficile à dire en fait. Voilà. En tout cas, c'est essayer de reprendre les marqueurs. C'est pour ça qu'on a essayé d'avoir cette analyse-là. C'est-à-dire de se dire, ah, est-ce que sur le sanitaire, je suis clean, je suis clair. Voilà. Et si on reprend l'ensemble de ces éléments et que ça ne fonctionne pas, il y a forcément peut-être quelque chose ailleurs. Difficile à dire en fait, là, en tout cas, comme ça. Mais ce qui est positif, en tout cas, c'est d'y aller et d'essayer, quoi. Ça, c'est certain. Pour faire attention au timing, Mathieu, tu parlais de staycation. Juste, oui, un petit mot là-dessus, sur cet exemple-là. Ouais, Staycation, c'est un site qui existait déjà avant le. Staycation, c'est à la fois un concept de vacances, donc c'est la contraction de vacation et de stay, en fait, de rester, c'est les vacances chez soi. Et ça s'adresse à des clientèles locales pour les faire venir plutôt sur de l'hôtellerie haut de gamme, sur les week-ends et les jours fériés qui ont souvent, en milieu urbain en tout cas, où on voit la Côte d'Azur aussi qui a été ouverte. C'est Paris et Côte d'Azur essentiellement, mais ils sont en plein boom en fait. Donc c'est un concept un peu comme du voyage privé, globalement, on est un peu sur les mêmes leviers que voyage privé, mais dans une approche purement locale et je pousse des offres locales, donc je suis montpelliérain et je vais aller dormir à Montpellier. Voilà. Dans un hôtel auquel je n'aurais pas pensé, je vais y aller, etc. Et en fait, ça a beaucoup de succès. Ça avait déjà beaucoup de succès avant et ça en a beaucoup, surtout sur les nouvelles générations. Voilà. Donc, il est intéressant à regarder à pas mal de titres, en fait, ce site-là. Donc, voilà, je voulais juste vous le livrer comme ça et vous dire, jetez-y un petit coup d'œil parce qu'il casse des codes, la manière dont il est fait, le design, la manière dont il s'adresse aux clients. Enfin, il y a des choses assez intéressantes à regarder, voilà, je trouve. Je te laisse, effectivement, il faut faire attention au timing, donc je te laisse la parole, Vivian, sur la deuxième piste. Ah oui, les pistes autour de la notion de télétravail, en fait, ou du travail, ou du venez télétravailler ici, ou d'arriver à mixer des produits, des offres, qui peuvent être des offres d'hébergement, mais qui peuvent être des offres d'activité à la journée, qui peuvent être des offres d'excursionnisme, et qui se mettent à mixer ou à intégrer à l'intérieur des moments de travail, des moments de téléconférence, des moments comme ça. Là, il y a certainement là aussi beaucoup de choses à imaginer. Il y a déjà des offres qui existent, hein, comme par hasard. Vous savez, la nature a horreur du vide. Hein, donc, dès qu'il y a une possibilité de marché, il y en a qui s'engouffrent dedans. Vous avez mis un petit exemple là avec une auberge au Canada, par exemple, qui fait ça déjà. Ce qui est intéressant dans ces approches-là, par contre, c'est bien sûr, si vous montez des offres comme ça, c'est de ne pas juste dire qu'il y a une table quelque part pour bosser, quoi. C'est d'avoir des choses qui soient vraiment adaptées pour faire du télétravail, donc une pièce dédiée, vous voyez, on vous a mis un vrai bureau, éventuellement de mettre à disposition un grand écran, de pouvoir faire des factures pour les entreprises, etc., etc. Mais c'est des choses où, qui que vous soyez, quelle que soit votre activité, que vous soyez un petit hébergement, mais vous pouvez aussi être un prestataire d'activité, et vous pouvez vous dire, mais comment je pourrais intégrer le fait que, par exemple, si je suis un prestataire d'activité, je suis un accompagnateur de VTT, par exemple, est-ce que je ne peux pas intégrer une prestation de télétravail dans une journée de VTT? Avec la matinée, vous pouvez travailler, j'ai quelque chose qui est hyper adapté pour vous et ça vous changera de votre environnement. Et après, vous avez un casse-dalle et l'après-midi, je vous amène faire du VTT. Et c'est la journée VTT. Mais c'est une journée VTT qui intègre également une partie de travail. C'est des choses qui sont intéressantes potentiellement à réfléchir selon là où on se situe, selon si vous êtes près d'une agglomération, par exemple, des choses comme ça. Donc, c'est des choses que l'on voit. Là, vous voyez, sur Airbnb, on commence à voir des particuliers qui développent des offres comme ça, donc qui vraiment positionnent même leur petit appart sur le côté télétravail. Venez télétravailler ici parce que moi je vous ai organisé quelque chose, ou je vous ai mis aussi d'autres exemples après sur là vous avez deux exemples, vous avez sur la gauche de l'écran Damien Costa, qui est un accompagnateur vélo, par exemple, qui est un accompagnateur vélo, qui a une résidence de tourisme aussi, dans les Pyrénées, donc pleine nature, et qui, là, il l'a sorti il y a quelques jours, il y a une semaine, un produit qui est complètement dédié à
Vous devez rester au contact de votre boulot, vous êtes souvent en télétravail, mais ici il y a de la fibre, il y a de la super connexion, vous êtes au milieu des montagnes et vous pouvez ici à la fois bosser, faire du vélo ou autre chose si vous voulez, vous avez le sauna, le machin, etc. Ça. Donc c'est un prestataire qui à l'origine n'a jamais imaginé intégrer le travail dans son produit et qui se met à le faire. Très intéressant. Et à droite, vous avez un camping, par exemple, c'est une petite chaîne de camping, pareil, qui commence à réfléchir. Pourtant, les campings sont fermés actuellement. Donc, ça revient à la question de tout à l'heure. Moi, je suis fermé de toute façon. Alors, je fais quoi? Je fais rien, quoi. Ouais, faire attention, le marché change. Donc là, vous pouvez avoir un camping à proximité d'une agglomération. Et pourquoi quelqu'un ne viendrait pas dans un camping passer une journée pour être au bord de la mer, dans un super mobil-home et pouvoir à la fois bosser, aller courir un moment s'il veut, etc. Donc c'est les notions de day-use aussi de ces hébergements-là, etc. C'est des choses qui sont possibles en général lorsqu'on est un hébergeur, on se le dit assez facilement, même lorsqu'on est un prestataire d'activité. Un prestataire d'activité, si dans la zone j'ai des espaces de coworking avec qui je peux faire des deals, si j'ai des hébergeurs qui sont OK pour faire des deals avec moi, moi je peux être, je sais pas, je peux être un prestataire qui fait du parapente et créer une journée avec un hébergeur ou avec un restaurant qui pourra ouvrir pour avoir une zone de télétravail organisée, etc. Donc, sans rentrer dans un détail trop fin, c'est quand même un secteur d'activité. L'intégration de la notion de vous pouvez aussi télétravailler ici et de vous sortir de votre environnement, vous savez, c'est la notion de parenthèse qu'on évoquait tout à l'heure. Je te crée une parenthèse. Voilà, je te prends une journée. Et pendant une journée, tu vas plus penser à aussi t'occuper de tes gamins, de faire à manger, de trucs. Tu vas pouvoir et travailler et faire à côté de trucs, un truc pour toi. C'est le genre de produit qui peut être très intéressant, surtout dans des périodes comme actuellement et surtout lorsqu'on veut travailler des clientèles souvent plutôt de proximité. Sur ce point-là, pour faire le lien un peu avec la communication, je vous invite vraiment, si vous travaillez ce sujet-là, je pense qu'il y a un créneau intéressant. Créer une page dédiée de cette offre-là, mettez les mots-clés télétravail, parce que le référencement naturel peut être un levier hyper important en fait. C'est juste une recherche Google. Donc si vous mettez pas toutes les chances de votre côté, c'est-à-dire que si c'est un tout petit encadré sur une page qui parle déjà de plein d'autres choses, ça peut être embêtant. Donc isoler vraiment l'offre télétravail sur une page dédiée de manière à pouvoir espérer remonter sur de la requête en référencement naturel. Il y a quelques sites dédiés qui référencent ça, mais globalement, il n'y a pas de choses vraiment référentes. Donc, c'est important de le travailler en contenu sur une page dédiée. Voilà. Et franchement, je pense que ça peut porter ses fruits assez rapidement. Voilà, Vivien, je voulais juste faire cette précision. Ouais, non, bon, après, on soit bien d'accord, on n'est pas en train de vous dire il faut faire ça et ça va marcher. On est juste en train d'essayer de se dire, quand on regarde le marché, ce qu'on peut faire dans les circonstances actuelles, des angles qu'on peut prendre pour aller chercher de l'activité finalement, quoi. Ce que vient de dire Mathieu, c'est très vrai. Si vous habitez à Montpellier ou près de Nîmes ou peu importe, mettez-vous sur Google et cherchez un endroit où aller télétravailler une journée par exemple, en bord de mer ou dans les Cévennes, parce que vous avez besoin de 2 jours pour faire essayez de trouver, vous allez voir, c'est extrêmement compliqué de trouver des choses comme ça. Or, il y a certainement beaucoup de gens qui se posent ces questions-là à l'heure actuelle. Bon, une troisième piste, bien sûr, c'est la piste autour de tous les produits de regroupement. Tous les produits de regroupement, tous les produits qui sont soit de l'hébergement, soit de l'activité, pensés pour des groupes fermés, pensés pour des groupes, pour l'instant, en tout cas, inférieurs toujours à 10 personnes. C'est la réglementation. Donc là, vous avez par exemple l'exemple d'Utopia qui développe des produits groupes. Alors quand on parle de groupe, là, on est d'accord, on ne parle pas de groupe, on ne travaille pas les comités d'entreprise, des trucs comme ça. C'est plus des produits petits groupes, quoi, des groupes entre amis, des choses comme ça, qui sont des produits qui étaient un petit peu difficiles à vendre, on va dire. Et qui vont certainement avoir le vent en poupe de manière très très forte dans les semaines qui viennent, avec ce besoin très fort de se retrouver. Et bien sûr, plus on va avoir des angles d'attaque saillants, plus on va s'adresser à des cibles fortes, plus ce sera facile à vendre, plus ce sera facile à communiquer, plus ce sera facile à promouvoir. Je vous ai mis un exemple après qui est un produit groupe qui est beaucoup plus, qui est très orienté. Par exemple, c'est un exemple.
qui est vraiment ciblé génération Y. J'ai pris génération Y fille, par exemple. Pourquoi je l'ai pris, cet exemple-là? Parce que c'est une énorme masse de population hyper appétente de ce genre de produit. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai une chambre d'hôte en haut. La Syrie, c'est une chambre d'hôte. Bon, ben voilà, c'est une chambre d'hôte, sauf que c'est une chambre d'hôte qui se met à proposer un séjour, et vraiment un séjour entre filles, avec la garantie que pendant ce séjour-là, la chambre d'hôte, elle est que pour elles, que des filles, avec un séjour, vous voyez, qui est complètement pensé sur des choses comme ça. Alors, ça oblige bien sûr à faire un travail marketing, en fait. C'est un ciblage de clientèle. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut que tout le monde cible les filles de génération Y, mais ça dépend bien sûr où vous êtes, quel est votre produit, etc. Mais on a des angles intéressants là-dessus. Bien sûr, quand on monte un produit comme ça devient beaucoup plus facile derrière à communiquer, à promouvoir, pensez-y. Mathieu parlait tout à l'heure rapidement de faire des campagnes Facebook. On a eu la remarque de Stéphanie Bardou également qui avait fait ça. Si j'ai des produits comme ça et que je fais une campagne Facebook, je vais pouvoir dire à Facebook, je veux que ce produit soit vu par des gens qui correspondent exactement à ce produit-là. Donc que des filles, par exemple, que des filles dans cette tranche d'âge-là, que des filles dans cette tranche d'âge-là qui aiment faire des choses qui sont dans mon produit, etc. etc. Donc là, on a des angles qui sont quand même très intéressants. On peut retrouver ça sur des groupes qui peuvent être autour de pratiques sportives, autour de choses comme ça, mais ça répond vraiment à ce besoin de retrouvailles finalement. Alors, là on est sur... Oui, Mathieu? Idem, pareil, il faut mieux le traiter aussi sur une page dédiée, puisque week-end entre filles proche de Nîmes, honnêtement, il va pas y avoir une concurrence de malade, à mon avis, sur le référencement naturel, et que du coup, c'est des choses aussi simples. Parce que je rappelle, c'est gratuit quand même, globalement, si on a la première page de Google, même si on n'est pas premier, c'est pas très grave. Étant donné que c'est un produit compliqué aussi à trouver, il suffit de faire une offre et vous allez voir, normalement, ça remonte assez bien si on a travaillé spécifiquement et qu'on a de la matière, qu'on a du contenu éditorial. C'est un point important. Et effectivement, après, réseaux sociaux pour pousser l'offre auprès de ses clients aussi, pourquoi pas. Voilà. Mais juste à chaque fois, ce type de produit doit se traiter à chaque fois spécifiquement sur une page dédiée de votre site, quoi. Enfin, j'insiste. Oui, toujours sur les groupes, il y a une notion aussi qui est à réfléchir éventuellement dans des offres à créer. C'est la notion de privatisation. Donc là, on a pris l'exemple, par exemple, c'est la privatisation d'un grand gîte, par exemple. Mais par exemple, hier, j'étais au téléphone avec un restaurateur de Montpellier qui n'est toujours pas ouvert, et qui sait que la reprise, ça sera très très compliqué, et qui se posait la question de savoir si ça ne vaudrait pas le coup de créer des zones dans son restaurant et de les privatiser totalement. Et du coup, de sortir des produits très chers. Je privatise le restaurant une journée pour ma famille, par exemple. J'arrive le matin à 11h, on repart le soir à 19h. Entre-temps, on a mangé le midi, on a eu un goûter l'après-midi, on a eu même peut-être la collation du soir, on a eu accès à la piscine, on a eu accès au jardin, etc. Et le restaurant, il n'est que pour nous. Et du coup, c'est des produits très très chers, mais c'est des produits de privatisation. Et on peut avoir ça, bien sûr, pour des structures d'hébergement, et pour d'autres types de produits. Cette notion de privatisation, c'est à réfléchir parce que par contre, ça pose un vrai problème d'offre commerciale, ça pose un vrai problème de rentabilité. Dans le tourisme, on est plutôt habitué surtout à faire du volume et à faire tourner les gens, quitte à tirer les prix vers le bas, mais à se rattraper sur le volume. Quand on se met à faire des offres de privatisation de certaines choses, c'est l'inverse, quoi. On se met à créer des offres de très haute valeur ajoutée, de très haut niveau de service, et du coup, de tarifs importants. La logique étant, je vais en vendre beaucoup moins, mais au moins je vais vendre ça, et ça va me faire plus de chiffres. Donc là, c'est un exemple sur un gîte, mais on a trouvé, Mathieu, un exemple sur un camping aussi, que tu connais mieux que moi d'ailleurs, vu que tu y as été. Oui, c'est vrai. Ça peut répondre aussi à une remarque qui avait été faite par Béate, en fait, du coup, qui est une chambre d'hôte et qui nous disait en gros, mais la distanciation sociale, quand on est une maison d'hôte, ça va juste c'est l'envers de nos valeurs et de ce qu'on propose, quoi. C'est clair que c'est compliqué, en fait. Ma réponse, c'était juste de dire, bah, évidemment, c'est pas facile du tout de respecter
on peut respecter la distanciation sociale, mais on perd en expérience, puisque c'est du partage, etc. Mais la privatisation, du coup, peut être une forme de réponse. Je ne dis pas que c'est la seule, elle n'est pas absolue, mais disons que voilà, on privatise à une famille, à un groupe. Eux n'auront pas la distanciation sociale, en fait. Voilà. Donc, puisqu'ils sont ensemble. Voilà. Donc, ça peut être une solution. Oui, c'est l'exemple de ce camping-là. Ouais, tout à fait. L'exemple de ce camping, c'est Natureo, c'est un camping à Seignos, dans les Landes, qui fait une offre tribu, en fait, du coup, et qui propose de réserver 3 logements aux mêmes dates, côte à côte, pour être ensemble, et qui fait une offre commerciale avec, donc, ils offrent royalement 10%, alors c'est pas énorme, mais bon. En tout cas, il y a le service de pouvoir réserver côte à côte 3 logements. Et je pense qu'évidemment, on peut c'est 3 logements minimum, donc c'est-à-dire qu'ils sont pas hein, si vous voulez réserver la moitié du camping, ils ne sont pas opposés non plus. Pour être ensemble dans la même zone, c'est-à-dire qu'on a le choix d'aller choisir exactement les emplacements dans la mesure de ce qui est possible, bien évidemment, mais c'est simple, mais ça correspond à une demande. Voilà. Et je pense que c'est à la portée de tous les campings. Donc voilà, ça semblait une piste intéressante en tout cas. Ouais, bon, les hébergements, il y a des remarques là qui sont faites sur les questions, effectivement. C'est pas des choses qui peuvent marcher tout le temps pour tout le monde, mais il y a des cas où ça se réfléchit, la privatisation. On vous a même pris l'exemple là d'un site de visite. Moi, j'ai eu des grottes qui m'ont posé la question aussi, qui m'ont dit, ben, on ne pourra jamais dans la grotte refaire rentrer des wagons de 100 personnes par 100 personnes. Là, c'est pas possible. Comment on va faire? Alors, je la ferme la grotte, j'imagine autre chose, etc. Ben, il y a des sites, oui, alors là on n'a pas pris le plus petit, hein, on a pris le musée du Louvre. Vous voyez, le musée du Louvre qui se met à proposer de la visite privée, c'est-à-dire de privatiser entièrement des visites avec des groupes de personnes du coup réduits. Donc c'est 6 personnes. Et vous voyez, le billet, le coût par personne, c'est 170 euros. Plus 17 euros parce qu'il faut en plus payer le billet normal qui est de 17 euros. C'est-à-dire que tu payes 10 fois le prix plus le billet. Mais par contre, tu as une visite privée du Louvre. Alors, la logique de faire ce genre de choses-là, c'est de se dire de toute façon, on ne pourra pas rentrer du volume. Donc, on va créer de l'hyper-valeur ajoutée. Tu vas pouvoir visiter le Louvre avec juste un groupe de 6 personnes, un guide, et tu vas visiter le Louvre avec tu vas éviter les cohortes de Japonais au milieu. De toute façon, là, il n'y en a pas. Hein, donc, c'est assez simple, vraiment. Et je crois que le Louvre n'est pas ouvert, de toute façon, pour l'instant. Donc voilà, ça, c'est ces logiques de privatisation pour répondre à ce besoin que vont avoir, rappelez-vous, un besoin très fort qu'on va avoir de se retrouver, soit entre amis, soit en famille, etc., de faire des choses ensemble, de passer des moments ensemble, de manger ensemble, de visiter des trucs ensemble. Donc, une des réponses à ça, ça peut être éventuellement la privatisation. On vous a juste mis un petit détail là-dessus, d'ailleurs, qui est pour le paiement. Souvent quand on fait appel à des groupes ou qu'on fait venir des groupes d'amis, par exemple, des choses comme ça, rappelez-vous la logique de je t'enlève les soucis. Le souci du paiement, quand on reçoit des groupes, ça peut être un souci. Il y a des outils de paiement collaboratif qu'on peut d'ailleurs intégrer et ça peut faire partie de votre offre de dire j'ai une offre, c'est pour des groupes d'amis par exemple, et au-delà de l'offre en elle-même, même le paiement permet à des groupes de payer de manière séparée. Hein. Le paiement collaboratif, c'est quelqu'un qui doit finalement vous payer 1000 euros à vous, ils sont 8, eh ben, ils se débrouillent comme ils veulent, mais chacun vous verse de l'argent et à la sortie, vous avez vos 1000 euros. Et ils se disputent entre eux après, mais c'est plus votre souci. Donc, non, juste pour vous dire que la réflexion d'une offre, le paiement, ça peut aussi complètement faire partie de l'offre en elle-même. Donc là, on était sur ces exemples de pistes pour répondre à ces besoins là de regroupement. Je crois qu'on a une dernière piste, Mathieu. Et je me rappelle plus, c'était tout ce qui était tout ce qui était ressourcement. Donc là aussi, grosse tendance du marché, hein, le ressourcement, le sport, la spiritualité et le couple. Dans les enquêtes, c'est les trois éléments qui sortent le plus. Le sport étant le premier en plus. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est parce que la population française a été privée de sport pendant des semaines et des semaines et des semaines, mais
le ressourcement par le sport, c'est quelque chose qui est très intéressant. Du coup, là, énormément d'offres là à réfléchir aussi là-dessus pour proposer à des gens. Ça, c'est le retour de tout à l'heure. Je ne sais pas si vous vous rappelez, tout à l'heure, on vous a montré cet exemple. C'était ce prestataire qui vous proposait des journées de télétravail. Vous vous rappelez, chez lui, dans les Pyrénées. Mais c'est aussi un prestataire qui a d'autres produits, et notamment des produits de ressourcement personnel autour du sport, avec de la haute valeur ajoutée, de l'accompagnement de pros, de choses comme ça. Donc là aussi, c'est très intéressant de réfléchir des produits comme ça. Qui que vous soyez, pensez que lui, c'est un accompagnateur VTT, donc le sport, ça paraît assez naturel. Le télétravail, tout à l'heure, ça paraissait un petit peu moins naturel, possiblement. Ce qu'on remarque quand même sur les sur les professionnels qui se lancent sur ces réflexions de produits, c'est-à-dire qui commencent à aller chercher de la spiritualité, par exemple, des choses comme ça, c'est que très souvent, la richesse et la valeur ajoutée naît de la détection sur le territoire de produits ou de prestataires qui sont hyper spécialisés là-dedans et qui, 9 fois sur 10, n'ont jamais travaillé de près ou de loin avec le tourisme, quoi. Le professeur de yoga qui habite à 10 km de chez vous et qui vit dans sa piole et pour lui, le tourisme, ça n'existe pas. C'est quand lui, il part en vacances, c'est quelqu'un qui peut être très intéressant à rencontrer, à négocier avec lui, à imaginer un produit. Si vous êtes un gîte, par exemple, vous pouvez vous mettre à imaginer un produit avec lui de 3 jours ou une semaine dans le gîte, avec vraiment un séjour typé ressourcement autour du yoga ou autre chose. En tout cas, très, très souvent, on s'aperçoit, nous, quand on regarde le marché, que dès qu'on a des produits qui sortent du lot, c'est souvent des produits qui vont faire appel localement à des gens qui sont très marqués là-dessus. Et puis, dernier point à évoquer, c'était juste un exemple, ça rejoindra juste ce que disait Mathieu tout à l'heure, c'est le couple. Alors, le couple, là, je vous ai pris l'exemple d'un camping là, que je connais bien, qui est dans les Alpes. C'est un camping qui vient de développer un produit justement autour du couple. Pour dire, donc je vous rappelle, les campings ne sont toujours pas ouverts, hein. Ce qui n'empêche pas certaines de commencer à réfléchir déjà à des offres pour se dire, quand on va ouvrir, il faut être prêt, quoi. Sinon, si on met un mois de plus à réagir une fois qu'on est ouvert, bon. Bref, juste pour vous dire une chose, on a un camping là qui a créé une offre couple qui est très intéressante, très bien ciblée, très bien ciselée, je dirais, où on va retrouver les marqueurs, par exemple, qu'on a évoqués tout à l'heure. Mais c'est pour répondre peut-être à ce que disait Stéphanie Bardiou tout à l'heure et qu'elle disait ça n'a pas marché. Je suis sûr que vu la gueule, excusez-moi, mais vu la gueule du site web de ce prestataire et quand on prend la chaîne jusqu'à la réservation, le paiement en ligne, c'est pas très bien fait. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que malheureusement, ça suffit pas forcément d'imaginer une offre qui soit nickel et tout. Il faut que toute la chaîne, finalement, de la présentation de cette offre jusqu'à la commercialisation de cette offre soit bien. Sinon, finalement, on peut se tirer une balle dans le pied parce qu'on fait un truc qui ne correspond pas finalement aux attentes de la clientèle. Voilà, c'était juste cet exemple-là. Quelle heure est-il? Il nous reste 10 minutes, un quart d'heure. On a commencé avec un petit peu de retard tout à l'heure. Les moyens, les conditions à remplir pour pousser ces offres. Donc, on a juste dressé, rappelez-vous, les marqueurs universels à retrouver, quelques pistes potentiellement intéressantes qui peuvent vous aider à imaginer des offres. Mais les offres, à un moment donné, oui, il faut les pousser sur le marché, les distribuer et réfléchir un petit peu aux notions de prix. Mathieu. Ouais, rapidement, du coup, sur cet élément-là de pousser ces offres, le plus logique, le plus important et sans doute, on pense, en tout cas, le plus efficace, c'est d'abord de commencer par les gens qui vous connaissent. Il y a un besoin criant énorme de rassurance en ce moment avec le vécu, en tout cas, de cette crise sanitaire et les préoccupations, les préoccupations sanitaires qui sont à peu près partout. Il y aura une tendance logique et assez forte de retourner dans des endroits qu'on connaît déjà, dans lesquels on se sent bien. Donc évidemment, votre vivier de clientèle qui vous connaît déjà et qui vous aime, globalement, c'est vers lui qu'il faut en tout cas s'orienter en premier. Et quand on fait tout un travail d'adaptation de l'offre, ne serait-ce que de s'adapter déjà sur le premier niveau, sur le premier marqueur qu'on a vu, qui sont les conditions sanitaires, mérite une communication, je pense, auprès de vos clients en disant, voilà, on est
on est prêt à ouvrir, on va ouvrir le temps. Donc, quand vous avez l'info de la réouverture et que le protocole sanitaire est carré, on informe l'ensemble de ses clients de cette démarche déjà. Et ensuite, on peut évidemment pousser les offres qu'on vient d'évoquer et en pousser d'autres, bien évidemment. Et on commence toujours par ses clients. Donc, ce schéma un peu barbare, il est pour dire, partez de votre fichier client et quelle que soit la manière dont vous allez pousser l'offre, il y a un truc qui est obligatoire, c'est qu'elle doit être structurée sur votre site internet et si possible assez jolie pour faire écho à ce que vient de dire Vivian. Alors c'est subjectif, hein, mais c'est subjectif pas tant que ça en fait. Hein. Et il suffit de tester auprès de vos amis, de vos collègues qui vous diront pas juste pour vous faire plaisir, si c'est beau. Et vous verrez que globalement, voilà, il y a quand même des choses qui sont assez factuelles, malgré tout, dans le côté esthétique et ce qu'on appelle l'UX, donc l'expérience utilisateur sur une interface web, quoi. Mais en tout cas, ça doit être mis sur une page dédiée, une offre, une page dédiée et accessible logiquement par la page d'accueil. Donc ça, c'est la composante et c'est déjà pas mal de travail en fait. Hein. C'est pour ça qu'on dit, bah oui, on n'est pas ouvert, on ne sait pas encore, mais ça a été beaucoup répété par Vivian et je vais en remettre une couche aussi, c'est-à-dire ça s'anticipe, c'est quand même beaucoup de travail à faire ça du coup. Hein. Mais une fois que c'est fait, on capitalise aussi sur du référencement naturel, comme je l'ai évoqué à plusieurs reprises. Bon, le lien vers la réservation, il est indispensable pour les hébergements parce que on est en 2020, donc un hébergement, ça se réserve en ligne. Pour les activités, il y avait un peu plus de liberté là, sur ce plan-là parce que c'est un marché qui partait petit à petit sur de la vente en ligne, qui évoluait sur de la vente en ligne de plus en plus. Là, avec le Covid et la distanciation sociale nécessaire, les files d'attente, des choses comme ça, c'est pas bien perçu. Ça pousse encore davantage la réservation en ligne. Donc, l'idée, c'est vraiment de raccorder aussi la réservation en ligne à l'ensemble de ces offres. Et après, une newsletter, je prends mon téléphone, j'appelle mes clients, je leur envoie un email personnel, je passe par WhatsApp, je fais un post Facebook, tout ça est cumulable bien évidemment. Je pourrais même imaginer faire avec mes clients, prendre rendez-vous et faire une visio avec eux pour leur expliquer tout ce qui a changé dans l'établissement qu'ils connaissent bien. Pourquoi pas avec certains d'entre eux. Honnêtement, plus le rapport est direct, plus il est efficace. Clairement. Donc, par contre, plus les chronophages aussi. Donc, c'est à doser. Et c'est à doser aussi en fonction de l'affinité. C'est-à-dire qu'un client qui vous connaît très peu finalement et il peut être surpris que vous l'appeliez directement. Donc, ça, il n'y a que vous qui pouvez voir. Dans tous les cas, on part du fichier client et on pousse ses offres en premier à ses clients. Et chaque offre, une page dédiée et un lien vers le protocole sanitaire. Vous voyez là le lien vers le FAQ pour foire aux questions Covid-19. C'est-à-dire que le lien vers le protocole sanitaire, il est aussi sur toutes les offres qui sont proposées. Voilà, donc j'ai essayé d'expliquer mon petit schéma un peu barbare. Donc d'abord pour ses clients et en travaillant ce contenu d'un point de vue éditorial sur son site, on peut espérer, je pense au télétravail notamment, je pense au week-end d'entre-filles qu'on a présenté aussi tout à l'heure, et équivalent, hein, bien évidemment, on peut avoir du trafic direct par Google parce qu'on a juste fait le taf d'en parler sur une page dédiée et qu'on aura des gens que ça intéresse qui vous trouveront sur les moteurs de recherche sans passer par un OTA, sans passer par… voilà. Parce que c'est très précis, parce qu'on est sur du très spécifique. Évidemment, après, il faudra bien sûr compter sur les OTA. Enfin, je veux dire, ils vendaient avant le gros de l'offre, d'hébergement notamment. Il y a fort à parier que voilà, ce soit aussi, ils reprennent du galon aussi. Là maintenant, c'est en cours. On a des chiffres des OTA qui, voilà, c'est en flèche, évidemment, sur le trafic. Ça augmente beaucoup. Donc, c'était important pour la visibilité, ça le sera aussi demain. Ce qui change par contre, c'est qu'il y a eu une pause. Les OTA ont été en pause. Je rappelle que Booking a perdu 90% de ses réservations pendant le confinement. Et qu'on repart. Et quand on repart, on peut réajuster ce qui ne l'était pas avant. Et c'est le moment aussi de profiter d'un certain nombre de choses. Donc, l'idée de travailler aussi plus les circuits courts avec votre ADT, avec votre office de tourisme qui pourrait avoir aussi une place de marché, et ben on y va quoi. On y va, c'est le moment et il y a peut-être, c'est un moment pour rééquilibrer. Clairement, Booking continuera d'être référent, Airbnb aussi. Je
bah, pas se mentir, je ne vais pas vous dire que demain, on peut s'en passer, et je ne crois pas, enfin en tout cas c'est mon avis, j'y crois pas. Pour autant, on peut peut-être rééquilibrer un peu plus la balance, essayer de tester aussi des sites un peu plus spécialisés qu'on n'avait pas testé jusque-là, essayer d'être un peu plus fin aussi à adresser des offres, et donc du coup des sites dédiés aussi. Emmène ton chien, c'est clairement du séjour, je viens avec mon chien, comme son nom l'indique. Donc est-ce qu'on le développe, est-ce qu'on ne le développe pas, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, si on a décidé de le développer, autant être sur des plateformes dédiées. Et peut-être voilà, continuer en tout cas de travailler avec les OTA et surtout favoriser votre canal de vente direct plus que jamais, quoi. On sait qu'on travaillera essentiellement sur une clientèle française cet été, sans doute beaucoup de proximité. C'est la clientèle qui, par nature, réserve le plus en direct parce qu'elle est assez familiarisée avec déjà la langue, la destination. Et clairement, si vous n'avez pas les meilleurs tarifs en direct, bah, vous poussez vos clients sur les OTA. Voilà, clairement. Donc là, c'est juste pour évoquer, j'ai beaucoup aimé le coup de com' de Brit Hotel qui nous a fait ça là récemment. Il parle de distanciation tarifaire. Donc c'est assez habile. La distanciation tarifaire, c'est pour dire, bon, vous pouvez aller ailleurs les gars, mais sachez quand même que c'est en direct que vous trouverez les meilleurs tarifs. Et effectivement, quand on a les meilleurs tarifs en direct, on augmente fortement les taux de conversion sur son site internet, c'est évident, puisque la comparaison s'opère. Voilà. Donc, c'est un point important. D'abord, ces clients, on joue aussi avec les OTA. On va peut-être tester des choses qu'on n'avait pas testées jusque-là. On essaye d'être davantage aussi sur de l'affinitaire. On valorise évidemment son canal de vente direct avec une politique tarifaire qui soit ajustée. Et l'autre levier qui peut être, à mon avis, très important, c'est les réseaux sociaux qui vont permettre un ciblage assez fort. J'ai pris l'exemple de Facebook. Facebook et Instagram, puisque c'est la même régie publicitaire. Si on reprend le week-end entre filles de Vivian tout à l'heure, un format qu'on voit là sur ce format-là, on voit ça s'appelle un génération de prospects. Donc c'est l'objectif de la campagne. Et en gros, c'est un formulaire. Un formulaire qui permet juste de déclarer une intention. Si on cible dans un rayon de 100 km les filles qu'on peut imaginer dans la tranche d'âge, voire avec un centre d'intérêt proche de ce qu'on a à leur proposer, Facebook a ces informations-là, c'est clair, et qu'on leur pousse une offre week-end entre filles avec un formulaire, c'est-à-dire un bouton d'appel à l'action, oui, ça m'intéresse, et donc je souhaite recevoir l'offre. Donc en gros, ça va être je déclare oui, ça m'intéresse, et je laisse Facebook transmettre mon email à l'annonceur avec mon autorisation, du coup. Donc là, on en perd forcément un peu de ceux qui étaient intéressés et qui ne voudront pas lâcher leur email. Bon, c'est le jeu. Et là, vous ne payez qu'à l'action, c'est-à-dire qu'au formulaire rempli. Donc ça reste hyper, alors on paye cher, enfin on paye cher. Pour un format d'annonce Facebook, ça reste tout à fait raisonnable, mais c'est un des formats les plus chers forcément parce qu'il est hyper qualitatif. Et là, vous allez pouvoir après prendre contact directement avec les gens qui ont déclaré leur intérêt avec votre offre. Donc c'est hyper intéressant, ça vous apporte sur un plateau les clientèles que vous visez, quoi. Voilà. La dernière question aussi auquel je voulais répondre, c'était la question du prix. À quel prix on fait tout ça, sachant qu'on a des contraintes sanitaires, que ça nous coûte de l'argent, etc. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment, je le sais bien, mais l'idée en tout cas, c'est d'être au prix juste. C'est d'être vraiment de garder en tête cette notion de circuit court, de consommateur. Les gens veulent donner du sens à leur consommation. Donc donner du sens à sa consommation, c'est pas forcément chercher le prix le moins cher, quoi qu'il en coûte, quoi. C'est payer le prix juste, quoi. Donc dans votre communication, si vous arrivez justement à transmettre ça en disant voilà, c'est le prix juste, on a des contraintes en plus sanitaires, on les assure, il n'y a pas de problème, on n'augmente pas davantage les prix, mais on ne les baisse pas non plus, quoi. Voilà, donc ça c'est un point important. Donc essayez d'être dans une approche de prix juste. Et pour information, ceux qui seraient tentés du coup et qui nous écoutent de se livrer à une guerre des prix d'un point de vue local, sachez que c'est une très mauvaise idée. Pour plusieurs raisons, ça peut paraître intéressant à court terme pour piquer les ventes éventuellement du voisin. Mais globalement, on a vraiment des enquêtes, il
y en a eu plusieurs et elles aboutissent tous aux mêmes conclusions, c'est-à-dire que les premiers qui baissent leur prix et ceux qui baissent leur plus le prix sont les derniers à regagner de la marge en fait, quand la demande revient. Parce qu'en fait, quand on baisse son prix, on a le prix disponible en B2C le moins cher, c'est celui qui va conditionner toute la grille. Alors, je parle surtout pour de l'hôtellerie, mais c'est celui qui va conditionner toute la grille de prix. C'est-à-dire le tarif le moins cher conditionne le prix de la chambre premium et de la chambre supérieure plus. Si vous êtes à 50 € au lieu d'être à 60, bah forcément la différence de prix, elle est liée aussi. Pareil sur du corporate, pareil éventuellement sur du séminaire, même si bon, là c'est un peu compliqué. Donc attention à ça, quoi. Il y a une responsabilité collective et peut-être que les offices de tourisme, les ADT, les CCI peuvent aussi transmettre ce message-là, c'est-à-dire vous avez tous intérêt à travailler le prix juste, quoi. Voilà. Et j'ai pris des citations et je vous ai mis la source d'un article qui est en anglais mais qui est très bien fait parce qu'en fait c'était en prévision de la sortie de crise. Ils ont interrogé des gens dont c'est le métier de faire ce qu'on appelle du yield management, définir les stratégies de prix des hébergements. Et on a Mike qui nous dit ça, il nous dit les clients se souviendront davantage de leur expérience d'annulation que du tarif qu'ils ont payé. Donc n'oubliez pas ça aussi. C'est-à-dire que là aujourd'hui, les problématiques de remplissage sont liées à du sanitaire. Donc, vous pouvez baisser les prix tant que vous voulez, les gens ne viennent pas parce qu'ils ont peur du sanitaire. Ou même on ne les autorisait pas à venir dans certains cas. Les établissements étaient fermés. C'est pas en baissant les prix à tout prix que vous les faites revenir. C'est important de rappeler des évidences comme ça. Par contre, du coup, à travailler sur ces conditions de réservation, à enrichir la prestation de service telle qu'on a essayé de le faire, en tout cas en vous donnant des pistes, augmente la valeur. Et si à cette valeur augmentée, j'ajoute des conditions de réservation super souples, parce que je sais que la période fait que je vous rappelle que tous ceux qui ont réservé avant le confinement ont eu des expériences parfois douloureuses d'annulation et sans doute s'en rappellent. Et donc là, bah, on reprend dans une période qui est incertaine. Donc quand c'est incertain, eh ben, on assouplit ces conditions. Voilà. J'ai pris l'exemple là d'Apart City. On a beaucoup de campings qui font ça aussi, hein, c'est réserver maintenant et payer plus tard. Donc on est vraiment dans cette approche-là. Vous êtes libre de réserver puis d'annuler jusqu'au midi le jour de l'arrivée. Donc, plus souple que ça n'existe pas. Et c'est la politique commerciale de l'ensemble des Apart City au niveau national. Ils le font parce qu'il faut le faire. Alors après, oui, il y aura des annulations qui seront peut-être pas justifiées parce que la météo ceci, la météo cela, on laisse la porte ouverte à peut-être quelques abus. Mais si vous fermez la porte, personne ne rentre, quoi. Donc, c'est hyper important aussi de jouer sur ces éléments-là. Voilà en quelques mots ce que je voulais évoquer, quoi. Bon, super, merci beaucoup Mathieu. Je regardais les questions, mais ça va, tu as couvert un petit peu les questions qu'il y a eu. Je regarde le timing, ça va, on est en train de finir dans les temps. Je vais peut-être demander à Stéphanie de nous rejoindre pour clôturer ce webinaire. Juste vous dire en attendant que Stéphanie arrive que la prochaine rencontre, Mathieu, oui, c'est le 3 juin. Oui, la prochaine rencontre, c'est le matin aussi, pareil, même horaire à 10h30. C'est une rencontre qui sera animée par Véronique Vidal et Benoît Dudragne sur la partie de la communication. Justement, comment communiquer avec notamment arriver à porter ce qu'on vient de dire sur le sanitaire, mais au-delà de ça, ses valeurs, son éthique, etc. Donc, toutes les problématiques de communication qui seront développées la prochaine fois. On vous remercie beaucoup pour votre attention, Mathieu et moi-même. Je passe la parole à Stéphanie. Merci beaucoup. Ah, on ne t'entend pas, Stéphanie. Il faut mettre ton micro. Voilà. Oui, effectivement, je l'avais bien désactivé. Oui. Merci beaucoup, Vivian et Mathieu. C'était vraiment un webinaire très, très intéressant qui donne des pistes extrêmement intéressantes. Alors, justement, par rapport à ces pistes, je voulais juste revenir sur un dispositif qui peut intéresser donc les entreprises touristiques qui ont des projets d'investissement ou de mise en œuvre de nouvelles offres, donc qui engendreraient donc des investissements ou des travaux ou donc
voilà, une certaine somme à dépenser, par exemple sur de la stratégie numérique, etc. Il y a un dispositif qui est mis en place par la région Occitanie qui s'appelle le Passe Rebond Tourisme, qui a une durée de vie entre guillemets limitée, puisque donc c'est un dispositif un petit peu exceptionnel, qui durera à peu près jusqu'au mois de septembre et qui vise à quoi? Qui vise à financer à hauteur de 50% maximum le montant des investissements induits dans le cadre de politiques que vous souhaiteriez mettre en place pour rebondir touristiquement. Donc, ça peut être pour les entreprises qui ont des projets précis, hein, bien entendu, ça peut être une véritable opportunité de se voir financer à 50% le montant de ces investissements, sachant que le montage du dossier et la durée de réalisation donc des travaux et des investissements, c'est pas pour tout de suite, hein. Forcément, vous n'avez pas forcément la trésorerie, mais vous aurez 12 mois pour réaliser ce programme d'investissement. Donc, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement intéressant. Sachez que donc les partenaires que nous sommes à votre disposition pour vous aider dans l'accompagnement, donc voir si vous êtes bien éligible à ce dispositif, hein, vous aider pour le montage du dossier, etc. Voilà, c'est pas très très compliqué, hein, ça reste réalisable. Voilà, donc c'était quand même un très gros coup de pouce qui est proposé par la région Occitanie. Et donc nous, au niveau des chambres de commerce et d'industrie, hein, que ce soit donc la CCI 30 ou la CCI 34, on est habilité bien entendu à vous accompagner dans ce domaine-là. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Donc, un grand merci à tous hein, pour votre participation. Donc, un grand merci de la part effectivement donc des 4 partenaires. Hein. Donc, je rappelle effectivement donc que ce dispositif vous est proposé par la CCI du Gard, la CCI de l'Hérault, Gard Tourisme et Eurotourisme. Et donc, nous croisons les doigts pour donc les annonces qui vont être faites ce soir par le Premier ministre, voilà, en espérant que l'ouverture soit la plus large possible pour que vous puissiez reprendre au mieux votre activité touristique. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, le prochain webinaire a été annoncé. Donc, on vous y espère nombreux. Merci. Merci Stéphanie. Merci beaucoup. Au revoir. Et bon appétit. Ouais, merci à tous pour votre attention. Vous êtes presque restés jusqu'au bout pour la plupart. Et voilà, si vous avez encore des questions, du coup, on va rester avec Vivian quelques minutes. Il suffit de les reformuler dans le petit module de questions et on essaiera d'y répondre. Hein. Donc, n'hésitez pas. Voilà, on va couper nos caméras et nos micros. Vous êtes peut-être suffisamment entendus. Et on reste disponible pour répondre à vos questions. Et merci encore de votre attention. À très bientôt. Merci. Au revoir Stéphanie. Bonne journée. Bonne journée à toutes et à tous.